Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Et vous allez suivre dans un instant l'audition au Sénat d'Amélie de Montchalin, la ministre de l'Action et des Comptes Publics. Elle est auditionnée sur le budget de la Sécurité sociale 2026, un texte qui contient une mesure phare, la suspension de la réforme des retraites. Je vous laisse écouter cette audition. Vous pourrez nous préciser les conséquences que le gouvernement en tire, d'une part pour les comptes de la sécurité sociale en 2026, mais aussi sur la trajectoire financière jusqu'en 2029. Cette année 2029, d'ailleurs, c'est la question, peut-elle encore être, selon vous, constituer un horizon réaliste pour un retour à l'équilibre des comptes sociaux qui avait été envisagé avec conviction et confiance par le précédent gouvernement ici même. Madame la ministre, sans attendre, je vous donne la parole pour un propos liminaire et puis ensuite les membres de la commission auront des questions à vous poser et en premier lieu, bien sûr, notre rapporteure générale Elisabeth Doineau. Voilà, je vous remercie et vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Très heureuse d'être avec vous, Madame la rapporteure générale également, chère Elisabeth. Alors, on est aujourd'hui dans un moment à la fois habituel et particulier. Habituel puisque c'est le lancement des travaux budgétaires sur le PLF et le PLFSS. Et un moment particulier puisqu'il se tient alors que nous avons un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue, que le Premier ministre a annoncé ne pas souhaiter recourir à l'alinéa 49, à l'article 49.3 de la Constitution. Et au fond, nous sommes dans un vrai passage de relais entre la proposition du gouvernement et ce qui sera ensuite le budget de la nation. D'ailleurs, les mots ont un sens. On parle bien d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Et donc, à ce titre, nous avons de quoi travailler ensemble dans un rôle où le gouvernement, lui, sera au fond plus un intermédiaire qu'un négociateur. Au fond, ce sont bien les parlementaires qui ont le pouvoir de définir leurs équilibres, comme nous le savons, avec des objectifs, je crois, que nous pouvons partager au-delà de nos différences partisanes. Objectif d'abord de donner de la stabilité à notre pays, objectif de sortir d'une forme d'incertitude et objectif aussi de reprendre en main nos comptes publics, non pas parce que nous aurions une obsession des chiffres, mais parce qu'il y a là un enjeu de souveraineté et un enjeu de durabilité de notre système social, de notre système économique et donc de nos équilibres nationaux et pas que budgétaires. Deux choses qui me placent devant vous aujourd'hui, c'est d'abord l'humilité. L'humilité, puisque, comme je le disais, la procédure va être cette année assez différente des années récentes. Et donc, le gouvernement, je suis vraiment là dans une optique de vous présenter ce que nous proposons. Non pas de vous convaincre que nous avons raison. Nous avons fait des choix, nous avons des options sur la table, mais il peut y en avoir d'autres. Et d'ailleurs, s'il y a des nouvelles idées qui émergent, des nouveaux équilibres qui émergent, cela peut être tout à fait une manière de faire. Deuxième élément, c'est la responsabilité. La situation des comptes sociaux, vous le savez, nous place aujourd'hui dans une situation très fragile, avec un déficit, je vais y revenir en 2025, de 23 milliards d'euros pour la sécurité sociale, c'est-à-dire plus que les 15 milliards de l'année dernière et plus que les 10 milliards de 2023. Or, historiquement, nous n'avons jamais connu de dégradation des comptes sociaux de cette ampleur. Or, crise soit sanitaire, Covid, soit macroéconomique et mondiale, 2008, 2009, 2010. Et donc, c'est bien, au fond, un élément qu'il faut qu'on ait, je crois, au départ, ensemble, devant nous. Je ne vais pas ici vous décrire la situation des finances publiques en général, la part de dette dans le PIB qui atteindrait 116% en 2025, la charge de la dette en 2026 qui devrait atteindre 74 milliards. Juste rappeler quand même les ordres de grandeur. 74 milliards de charges d'intérêt, c'est plus que les dépenses de la branche famille et de la branche accident du travail, maladie professionnelle réunies. Dit autrement, nous allons donner à nos créanciers en charge d'intérêt plus que ce que nous allons investir pour les Français, pour les politiques familiales et les accidents du travail. Dans le champ de la sécurité sociale, je l'ai dit, les chiffres sont parlants, 23 milliards de déficit. Mais surtout, nous avons déjà reconstitué une forme de dette sociale, malgré la reprise de dette qui avait été faite après le Covid,
Vous savez, nous avions, entre guillemets, remis les compteurs à zéro à la fin de l'année 2023. Aujourd'hui, l'ACOS, l'URSSAF, finira l'année avec près de 65 milliards d'euros de facto dette, de déficit accumulé. Et pour 2026, j'insisterai dans nos futurs débats, je crois, souvent sur ce point, nous avons un plafond du coup d'encours qui serait relevé à 83 milliards. 83 milliards de plafond, c'est le corollaire du déficit que nous prévoyons dans ce projet à 17 milliards. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le déficit augmentera, il nous faudra revoir ce plafond à la hausse. Et inversement, si nous arrivons à en réduire plus le déficit projeté, eh bien, nous pourrons abaisser un peu ce plafond. Néanmoins, je ne veux pas ici commencer nos débats avec catastrophisme ou fatalisme. D'abord parce que nous avons, et je reviendrai, je pense, beaucoup d'outils pour reprendre en main ces comptes publics, ces comptes sociaux. La première preuve de cela, c'est qu'en 2025, pour la première fois depuis la crise sanitaire, nous sommes en passe de tenir nos objectifs. Nous voulions un déficit de 5,4%, pas nous, gouvernement, nous collectivement, puisque je rappelle que le budget 2025 est le fruit d'un compromis parlementaire trouvé lors des fameuses commissions mixtes paritaires assez inédites qui se sont tenues au début de l'année 2025. Et nous, gouvernement, avons essayé d'être les garants, avec vous, de ces objectifs. La sécurité sociale contribue à cette maîtrise des comptes. La cible de recettes serait réalisée cette année à 0,2% près. La cible de dépenses devrait être tenue, voire d'ailleurs avec un tout petit peu moins de dépenses que ce que nous avions projeté. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis la crise sanitaire, nous sommes en passe de tenir le niveau de dépenses de l'ONDAM. Rappelez-vous, en 2023, l'ONDAM avait été de facto, comme on dit, exécuté 3,5 milliards au-dessus de sa projection initiale et en 2024 de 1,5 milliard. Je rappelle que si nous tenons l'ONDAM, nous tenons un ONDAM qui a été un ONDAM, comme on dit, dynamique, puisqu'il a été voté en hausse de 3,4% et il sera exécuté, vu les effets de base de 2024, à 3,6%. Il en reste, et je veux vraiment insister sur ce point, que nous avons donc cette année tenu nos comptes et donc montré que certes les montants de déficit sont très élevés, mais il n'y a pas eu de dérive supplémentaire par rapport à ce que nous avions prévu. Pour 2026, rapidement, quels sont nos objectifs ? Vous l'avez très bien dit, monsieur le vice-président, la France ne va pas arrêter de tourner au 31 décembre 2026. Nous devons à la fois positionner ce budget dans le temps de l'année prochaine, mais aussi dans un temps un peu plus long, qui est celui d'un retour à une forme d'équilibre de la sécurité sociale, mais plus généralement à des finances publiques qui ne contribuent plus à augmenter notre dette. Et ça veut dire 3% de déficit au maximum en 2029. Pour que cette trajectoire soit tenue, il nous faut avoir une sécurité sociale à l'équilibre. Dit autrement, la sécurité sociale, c'est presque 50% de la dépense publique. Si la sécurité sociale continue d'être en déséquilibre majeur, comme cela pourrait advenir si nous ne votons aucune mesure, nous n'arriverons pas à tenir les 3% de déficit. Au fond, dit autrement, les collectivités et l'État ne pourront pas, avec leurs contraintes, compenser le déficit de la sécurité sociale si cette sécurité sociale ne revient pas elle-même à l'équilibre. En 2026, quelques éléments quand même à bien avoir en tête. Certains disent, au fond, le déficit de la sécurité sociale vient d'un déficit de recettes. En 2026, le projet que nous vous présentons, c'est une évolution des recettes de 2,5%, plus 16 milliards de recettes. Le projet que nous vous présentons, c'est aussi 11 milliards de plus de dépenses. On entend certains dire qu'il n'y aurait que des coupes. Ce n'est pas vrai. C'est 4 milliards de plus pour la branche santé, 1,5 milliard pour l'autonomie, 500 millions pour la branche AT-MP et à peu près 4 milliards pour la seule branche du régime général des retraites. Donc, nous avons des dépenses en hausse que nous voulons contenir dans leur hausse, 11 milliards de plus pour les Français, pour notre modèle social. Nous avons des recettes en hausse, 16 milliards, plus 2,5%. Dit autrement, la résorption du déficit est le fruit de deux éléments. Enfin, résorption, le retour à un déficit de 17 milliards. Il faut quand même avoir des mots qui disent la réalité de ce que nous faisons. Hein. Entre les 23 milliards de 25 et les 17 milliards projetés pour 26, vous voyez que c'est le fruit de deux choses. D'une limitation de la croissance des dépenses
mais qui augmentent, mais aussi de recettes qui sont plus importantes que les dépenses. Ça, c'est très important qu'on parte sur cette lecture commune des éléments. Pour arriver à stabiliser et à remettre la sécurité sociale à l'équilibre en 2029, il y a pour moi un paramètre clé. C'est que nous arrivions à stabiliser la dépense de santé dans le PIB. Nous étions à 8,8% de notre PIB en dépenses de santé, ONDAM dans le PIB, en 2024. Cette année, nous allons passer à 8,9%, parce que l'ONDAM voté est 2 fois supérieur à la croissance du pays. 1% de croissance, 0,7% de croissance, 1,1% d'inflation, ça fait 1,8%. L'ONDAM exécuté, c'est 3,6%. Donc nous continuons à faire augmenter le poids de la santé dans le PIB. Je rappelle qu'en 2019, juste avant le Covid, la santé représentait 8,2% de notre PIB. Et donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Pour atteindre une sécurité sociale à l'équilibre, la clé, c'est que nous stabilisions la dépense de santé dans le PIB. Stabiliser. Ce qui veut dire aussi en creux que si nous avons plus de croissance, si nous avons plus d'emplois, si nous créons plus de richesses, nous pourrons nous permettre de dépenser plus pour la santé. Et ça permet de relier ce qu'était la sécurité sociale il y a 80 ans avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est bien la richesse collective que nous produisons qui finance le modèle social. Stabiliser la dépense de santé à 8,8% du PIB nous placerait toujours dans les pays qui investissent le plus collectivement dans la santé. Ce qui montrerait, je pense, des éléments précieux. Vous dire qu'évidemment, en 2026, les collectivités, l'État et la sécurité sociale sont mis à contribution du rééquilibrage, mais vous dire que les efforts de chaque bloc sont différenciés. L'État, dans le projet que nous proposons, j'insiste toujours sur dans le projet que nous proposons, parce que c'est un projet, serait à 0 valeur, c'est-à-dire une stabilité des crédits en euros courants hors défense, même avec une baisse des crédits ministériels de 1,5 milliard d'euros pour tous les ministères hors défense, 0 valeur ou baisse en valeur absolue. Pour les collectivités, le projet que nous proposons, c'est ce qu'on appelle du zéro volume, c'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement des collectivités augmenteraient de 2,4 milliards d'euros l'année prochaine. Je répète, augmenteraient de 2,4 milliards, ce qui veut dire qu'elles augmenteraient de l'inflation par rapport à cette année. Les collectivités auraient le même niveau de dépenses de fonctionnement plus l'inflation, donc du zéro volume, et la sécurité sociale serait amenée à cette stabilité, c'est-à-dire ces dépenses augmenteraient globalement de la croissance plus de l'inflation. Chacun contribue, mais de manière différenciée en ampleur et en taux d'effort, si je peux me permettre de parler ainsi. Je finirai mon propos, et j'imagine que vous aurez beaucoup de questions, sur au fond comment on a construit ce PLFSS, ce projet, et quels sont les principes qui nous ont guidés. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de rabot généralisé. Dans le PLFSS qui est sur la table de votre commission, nous avons différencié les efforts. Je te donne un exemple. Le sous-objectif hospitalier de l'ONDAM augmenterait de 2,4%. Débats seront faits sur est-ce qu'il faut l'augmenter davantage. Mais nous avons différencié cette enveloppe-là de ce que nous demandons, par exemple, au secteur du médicament. 1,6 milliard de baisse de prix médicaments et dispositifs médicaux. Nous avons aussi différencié le champ du médico-social en hausse de 1 milliard d'euros, plus 2,4%, de ce que nous voulons faire, par exemple, en termes de régulation des arrêts de travail ou de lutte contre la fraude. Donc, nous avons cherché, au fond, à faire des choix et à donner des moyens à des enjeux prioritaires et inversement, à faire des économies sur d'autres éléments. Deuxième principe, c'est mieux positionner les incitations, notamment pour qu'un certain nombre de secteurs aient des croissances potentiellement d'activités différenciées. Je pense par exemple à ce que nous voulons faire sur les dépassements d'honoraires, les réduire, et ce que nous voulons faire par exemple dans un certain nombre de mécanismes, je pense notamment aux ruptures conventionnelles, où là aussi nous voulons reprendre une forme de contrôle sur des éléments aujourd'hui qui sont très coûteux à la puissance publique et pas forcément bien positionnés sur le marché du travail. Troisième principe, que nous ayons une contribution maintenant des acteurs de la santé qui soit aussi différenciés. D'abord, les acteurs que sont nous, patients, citoyens, en proposant cette hausse des forfaits de responsabilité
Je rappelle que 18 millions de Français en sont complètement exonérés. Les mineurs, les femmes enceintes, les 8 millions de bénéficiaires de la contribution santé solidaire, la C2S, 8 millions de bénéficiaires. Population très, d'ailleurs, quand on regarde, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes âgées. Il y a aussi, évidemment, par construction, les bénéficiaires des minima sociaux, RSA, AAH, minimum vieillesse, qui sont des bénéficiaires souvent, entre guillemets, automatiques à cette C2S. La proposition que nous faisons sur les forfaits, c'est en moyenne 42 € de plus pour les Français de participation, de reste à payer pour leur santé, mais c'est la protection absolue de cette hausse pour les 18 millions de Français qui en sont exonérés. Est-ce qu'il faudrait augmenter la proportion, la part ou la nature de ceux qui en sont exonérés? C'est un bon débat, mais je pense que nous partageons, je crois, sur beaucoup de bancs, l'idée que le tout gratuit est une illusion, voire un danger pour notre système. Ensuite, nous mettons à contribution les organismes complémentaires, avant même la lettre rectificative de ce jour. Et puis, nous mettons à contribution également les professionnels et l'industrie du médicament, avec un effort qui est certes inédit, mais proportionné au regard de la hausse tendancielle. Je rappelle que la tendance, telle qu'on l'évalue aujourd'hui dans le médicament, c'est 7% de croissance des dépenses par an. Vous voyez bien que dans un pays qui projette 1% de croissance et 1,3% d'inflation, si on a une dépense dont la dynamique naturelle est de 7% par an, nous avons évidemment un immense enjeu de soutenabilité. Dernier principe sur lequel je voulais revenir, c'est la prévention. Pendant des années, il m'a été dit que Bercy était contre la prévention, parce que ça coûtait cher aujourd'hui et que ça ne rapportait jamais. Moi, j'ai pris le pli, le choix, de faire exactement l'inverse et de considérer qu'investir dans ce qu'on appelle la prévention était utile au système, non pas pour forcément, évidemment, dès 2026, quoique les enjeux de vaccination peuvent avoir des effets de retour très rapides, mais à horizon de plus moyen terme, notamment quand on voit la dynamique des affections de longue durée, dont on sait que dans de très nombreux cas, des actions anticipées peuvent permettre justement d'éviter que les maladies chroniques se développent ou s'aggravent. Et donc, tout ce qui est fait en termes de prévention, avec cette préidentification de personnes qui sont à risque de maladies chroniques, pour anticiper les soins à faire, les activités à fournir et l'accompagnement à déployer pour éviter que les personnes ensuite se voient dans des situations chroniques plus dégradées, c'est pour moi un élément essentiel. Je finirai en vous disant une chose. Beaucoup d'entre vous, je le sais, sont très intéressés et préoccupés par les enjeux de fraude. C'est pourquoi, la semaine dernière, sur la table du Conseil des ministres, il y avait le projet de loi de finances, PLF, le PLFSS pour la sécurité sociale et un texte qui s'appelle le projet de loi de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Ce texte, je dois le dire, est là parce que nous savons que le Conseil constitutionnel, depuis quelques années, censure comme cavalier beaucoup des dispositifs de lutte contre la fraude qui sont proposés dans les textes financiers. Nous avons donc repris beaucoup de choses que vous aviez d'ailleurs proposées ou votées l'année dernière, que nous avons intégrées dans ce projet de loi, parce qu'il avait été censuré. Et nous avons au fond eu 3 objectifs. Mieux repérer, donc avoir une meilleure capacité notamment autour des données à identifier la fraude. Mieux sanctionner, je pourrais y revenir, notamment dans le champ social. Il y a des fraudes en fait aujourd'hui très organisées par soit des professionnels de santé, mais surtout des réseaux au fond qui s'organisent pour détourner l'argent de la sécurité sociale et sur lesquels les sanctions étaient jusque-là, je dois dire, assez faibles. Et puis ensuite, surtout, mieux recouvrer. Et que nous mettions dans la sphère sociale les mêmes outils de gel, de saisie, de flagrance, pour éviter au fond, et je pense notamment dans le champ des URSSAF, que les entreprises éphémères qui organisent, ou blanchissent d'ailleurs beaucoup d'argent, organisent leur propre insolvabilité, qu'on ait détecté de la fraude, et puis au moment où les URSSAF arrivent, l'argent est déjà à l'étranger. Il se trouve que comme j'ai la tutelle de Tracfin, nous suivons les flux financiers, et je dois dire que c'est assez désespérant de voir les montants détectés, 1,6 milliard l'année dernière par exemple sur le travail dissimulé, et les montants recouvrés qui sont en centaines de millions d'euros, parce qu'entre-temps, la procédure que nous suivions jusque-là, d'où l'intérêt de ce texte, faisait que les gens avaient largement le temps de comprendre qu'ils avaient été repérés, de prendre leurs dispositions, d'envoyer l'argent très très loin, et quand, in fine, le contrôleur arrivait pour saisir ou faire payer les amendes ou les pénalités, il n'y a plus d'argent. Donc ça, c'est le texte fraude. J'en parle, vous l'aurez évidemment à étudier, et vous avez vu que le
Premier ministre a souhaité qu'il soit étudié en quinconce, j'allais dire, des textes financiers. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, sans attendre, je passe la parole à Elisabeth Doineau, à notre rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour l'exposé de ce projet. Vous l'avez bien précisé, c'est un projet. Donc, nous, de notre côté, nous ferons des propositions, nous amenderons, nous voterons. C'est la consigne du Premier ministre que je répète. Donc, pour comment situer un petit peu les travaux du Sénat, en réalité, je voudrais rappeler le rapport que nous avons commis avec Raymond de Poncet-Monge sur, en quelque sorte, l'avenir, comment voir l'avenir de la sécurité sociale, sans préconiser, mais sans finalement imposer, ni même supprimer des mesures qui pourraient être en tout cas envisagées par tel ou tel groupe politique. Et c'était très intéressant de travailler justement sur cette sécurité sociale, son histoire, son présent et son devenir. Nous avions mis en évidence qu'il fallait beaucoup travailler sur un certain nombre de points et je pense qu'on était d'accord, Raymond Poncet-Monge et moi-même, notamment sur la prévention, sur l'efficience. Et ce que je dois reconnaître dans votre projet de loi, c'est que je retrouve un certain nombre de choses qui correspondent à ce que nous avions en tout cas exposé. Notamment sur l'efficience, et on n'en parle pas assez, mais il y a des articles sur l'efficience. Alors, je pense que c'est une première, mais tout comme la fraude, je crois que nous devrions, et c'est ce que nous disons d'ailleurs dans ce rapport, avoir une vraie attention sur l'inefficience. Beaucoup de pays l'ont aujourd'hui en quelque sorte calculé et donc ils peuvent suivre les efforts qui sont faits. Je pense qu'en France, on n'a pas de chiffrage. L'OMS a situé à peu près à 20% les dépenses que l'on pourrait imaginer en termes de meilleure efficience. Donc, il faudrait sans doute que nous travaillions, comme nous allons travailler sur les fraudes, de la même manière, il faudrait que sur l'efficience, on soit vraiment beaucoup plus vigilant. Sur la prévention, vous venez de le dire, vous avez quelques articles sur la prévention primaire, mais en fait, on n'a pas grand-chose sur la secondaire, enfin et la tertiaire. Et c'est vrai qu'ici, au Sénat, l'année dernière, on avait pu aussi poser quelques amendements, notamment sur les boissons sucrées. Je pense qu'on peut regarder sur l'alimentation, par exemple. Il y a peut-être de ce côté-là, sur les produits transformés, des choses à faire. Parce que, par exemple, en termes d'allègements généraux, parce que les allègements généraux, il y a aussi une proposition d'en supprimer, mais pourquoi ne pas envisager effectivement que certains lieux de production, certaines entreprises qui bénéficient d'allègements généraux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bas salaires, eh bien, en fait, ne pourraient pas en bénéficier parce que de l'autre côté, ils produisent aussi des produits qui mettent finalement au bout du compte beaucoup de gens en mauvaise santé. Enfin, je pense que c'est un point qu'on pourrait envisager les uns avec les autres. C'est quelque chose, en tout cas, auquel je pense. En tout cas, pour revenir au compte de la sécurité sociale, je voudrais donc vous poser quelques questions. J'en ai trois. La première, c'est dans son avis sur le PLF et sur le PLFSS, le Haut Conseil des finances publiques considère que la prévision de croissance de 1% du gouvernement pour 2026 est optimiste. C'est ce qui ressort de cet avis. Alors, si l'on prend en compte le fait que par rapport aux autres prévisionnistes, le gouvernement retient une orientation plus restrictive des finances publiques qui pèserait donc davantage à court terme sur l'activité. Quelle appréciation vous portez sur l'analyse du Haut Conseil ? La deuxième question. Alors là, on est plus sur la programmation parce que c'est ce qui ressort aussi de notre rapport, c'est qu'en fait, on a l'impression d'avoir une politique d'à-coup. Alors c'est vrai que dans la situation politique complexe dans laquelle nous nous trouvons, on peut guère faire autrement, ça je le reconnais. Mais en tout cas, ce qu'on aurait besoin, parce que encore peut-être plus d'ailleurs, parce qu'on est dans cette situation complexe, c'est d'avoir une programmation pluriannuelle. Or, les lois de programmation des finances publiques étant dépassées, à peine votées, il n'existe de fait pas de programmation des finances sociales. En particulier, contrairement aux anciens programmes de stabilité, le plan budgétaire et structurel à moyen terme,
terme ne comprend pas de programmation dans le cas des administrations de sécurité sociale et les tableaux pluriannuels annexés au LFSS ne sont que des prévisions à droit constant. Et puis, il faut supposer que l'Ondam soit respecté, bien sûr. On se retrouve donc dans la situation paradoxale où l'objectif de retour de la sécurité sociale à l'équilibre n'est pas clairement affiché. Faut-il, selon vous, se doter d'une programmation explicite pour la sécurité sociale ou pour les administrations de sécurité sociale dans leur ensemble? Si oui, quel serait le bon véhicule? A minima, pourrait-on par exemple, selon vous, affirmer l'objectif de retour à l'équilibre de la sécurité sociale à moyen terme dans l'annexe à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le cas échéant en indiquant qu'un certain montant de mesures de redressement est prévu chaque année? La troisième question, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, on avait réduit les allègements généraux de cotisations sociales patronales de 2 milliards d'euros. Les recettes supplémentaires ayant bénéficié pour 1,6 milliard d'euros à la sécurité sociale. Si on comprend bien, le gouvernement prévoit de réduire ces allègements par voie réglementaire de 1,9 milliard d'euros de plus en 2026, tout en réduisant la TVA transférée à la sécurité sociale, à l'Agirc-Arrco et à l'Unédic de 3,5 milliards d'euros. Est-ce que là, vous pouvez nous éclairer et nous en dire un petit peu plus? Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je vous donne la parole pour répondre à notre rapporteur de branche et puis ensuite je donnerai la parole à notre rapporteur général, pardon, je suis nouveau dans le métier, hein, pardonnez-moi. Et je donnerai la parole au rapporteur de branche et puis ensuite aux collègues qui ont demandé la parole. Hein. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide dans mes réponses pour que je comprends que vous en avez sûrement beaucoup, que chacun puisse être éclairé. Très rapidement sur la prévision de croissance. Bon, nous sommes à 0,9. Le consensus est à 0,9% pour 2026 et nous sommes à 1%. Néanmoins, sur l'inflation, nous sommes à 1,3% et le consensus est à 1,5%. Donc on est légèrement supérieur sur la croissance et on est légèrement inférieur sur l'inflation. Vous savez que ce qui compte pour les recettes publiques et les finances publiques, c'est la somme des deux. Et donc, on peut considérer qu'on est globalement en ligne. La principale observation du Haut Conseil aux finances publiques, c'est le coût de l'incertitude. Et c'est les effets, non pas seulement du budget en termes de mesures, mais les effets que peuvent avoir ce budget sur le retour de la stabilité. Je vous rappelle qu'il y a un élément qui est quand même majeur, c'est que nous avons un taux d'épargne aujourd'hui de 19% dans le pays. C'est inédit, c'est le plus haut depuis les années 70. Ça veut dire que les Français doutent. Ça veut dire qu'il faut que nous arrivions à nous mettre d'accord, enfin, collectivement. Et de ce doute, ça a des conséquences très concrètes sur l'économie. Nous avons, dans ce projet, imaginé que le taux d'épargne pourrait descendre à 17,4%. 1,5 point de moins d'épargne. Ça veut dire 1,5 point de plus de consommation. 17,4%, ça reste très élevé par rapport à notre moyenne qui oscillait historiquement plutôt autour de 14%. Donc, c'est évident que dans nos estimations, tous les économistes de France et d'Europe se demandent comment va évoluer l'épargne. Ça, c'est un élément assez clé de la prévision et c'est très lié à l'incertitude. Donc, il y a un facteur qui n'est pas juste macroéconomique, il y a un facteur qui est au fond de ce que nous donnons comme signaux au pays, au-delà même des mesures qui peut compter beaucoup. Deuxième élément, le retour à l'équilibre. Alors, page 160 du PLFSS, Madame la rapporteure générale, vous avez dû voir les paragraphes 27, 28, 29, qui disent très explicitement qu'il faut que nous ramenions les comptes à l'équilibre. En des termes, et avec des chiffres, je vais y revenir, assez inédits, puisque ça fait plusieurs années que nous n'avions jamais présenté les choses ainsi. Vous avez de manière extrêmement transparente, c'est le tableau 26, l'estimation de ce que doit être l'effort chaque année supplémentaire à consentir pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre. Et le chiffre que nous devons tous avoir en tête, c'est 18 milliards. En 2029, d'ici là, il nous faut prendre des mesures de l'ordre de 18 milliards d'euros pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre. Ce que vous dites en creux, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin dans le travail pour documenter, comme on dit, cette trajectoire? J'y suis tout à fait favorable. Et si vous souhaitez amender, alors c'est ce qu'on appelle les lettres, le texte du PLFSS, pour que nous puissions commencer à voir comment nous pourrions, sur quelles sont les mesures que nous pourrions prendre pour résorber cet écart qui reste un écart très dangereux pour la sécurité sociale, j'y suis évidemment très ouverte et nous pouvons y travailler évidemment ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va voter, là, dans les prochaines semaines,
les mesures d'ici 2029, mais il n'est pas inintéressant pour nos successeurs que nous ayons déjà un peu préparé le terrain sur le type de mesures qu'ils pourraient vouloir prendre pour retrouver cet équilibre. Je pense que c'est un assez bon travail, non pas seulement prospectif, mais aussi politique. Quant à votre dernière question sur les allègements généraux, je rappelle qu'en 2025, une économie de 2 milliards bruts, c'est-à-dire de 1,6 milliard net, a été proposée. Proposé également que nous redessinions, comme on dit, la courbe des allègements généraux pour en faire quelque chose de plus économiquement viable, ce qui a été fait. Et en 2026, le gouvernement propose à nouveau une économie de 1,9 milliard brut, c'est-à-dire 1,5 milliard net. Au fond, si je raconte autrement, c'est une forme d'année blanche sur les allègements généraux, que nous stabilisions le volume de ces allègements généraux à 80 milliards, qui aurait sinon atteint 81,5 milliards. Je crois d'ailleurs que c'est une proposition du Sénat. Je crois que le président Larcher et le rapporteur général et vous-même, d'ailleurs, avaient présenté cette idée cet été. Pourquoi certains disent, mais pourquoi ça ne va pas à la Sécu? Je rappelle que les allègements généraux sont compensés par un transfert de TVA de l'État vers la sécurité sociale. S'il y a moins d'allègements généraux, l'État a moins à compenser la sécurité sociale. C'est pour ça qu'il est proposé que ce soit organisé comme vous l'avez décrit. Cela, j'imagine, fera l'objet de débats. Ce sont des bons débats. Je rappelle quand même de manière globale que ces éléments de solde sont quand même des éléments de normes comptables. Et qu'il me semble que pour nos concitoyens, l'essentiel, à mon avis, est de savoir ce que nous voulons dépenser. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est quand même notre déficit de la nation. On peut passer beaucoup de temps à s'interroger où est-ce que doivent être compensés, surcompensés. Il y a beaucoup d'autres normes comptables qu'on aurait pu y vouloir imaginer. Vous savez d'ailleurs que les soldes des différents secteurs de la sécurité sociale, sous-secteurs, la TMP, la maladie, dépendent de choses qui, au fond, on a, nous, les leviers pour changer. Il est assez facile de mettre la branche famille en déficit. Et il est assez simple de mettre la branche AT-MP en super-excédent. Simplement, c'est où est-ce qu'on flèche les cotisations. Il me semble, à mes yeux, que le débat de fond, c'est quelle est la dynamique de dépenses. Et ensuite, que nous arrêtions de considérer que la sécurité sociale serait totalement autonome financièrement, puisque précisément, vous savez, plus de 20% de la branche maladie est aujourd'hui financée par de la TVA et de la fiscalité. Donc, c'est un bon débat technique. Il y a des éléments, évidemment, de conséquences, y compris sur la CADES, et ce qui est amorti en dette et ce qui est financé plutôt par la dette dite de l'État. Mais je pense que sur les allègements généraux, tout le monde comprend bien que, puisque c'est compensé, s'il y a moins de dépenses, il y a moins de compensation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à Corinne Imbert, rapporteure de la branche santé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Alors, branche maladie. Une branche maladie dont la situation est évidemment préoccupante. Elle pèse en 2025 plus de 260 milliards d'euros. Je rappelle qu'en 2019, elle pesait 200 milliards d'euros. Alors, bien sûr qu'il y a eu le Covid entre les deux, mais quand même. Et elle représente l'essentiel des comptes de la sécurité sociale à hauteur de 17,2 milliards d'euros en termes de déficit. Donc, elle va porter une large part des économies. Vous prévoyez de maintenir la hausse de l'Ondam à 1,6% en 2026 et faites reposer cette projection sur des économies significatives évaluées à 7,1 milliards d'euros. Sur ce point, je voudrais savoir comment vous pouvez vous engager sur la crédibilité de ces projections, alors que depuis 2019, l'Ondam hors Covid a augmenté de 4,8% en moyenne chaque année. D'autre part, l'atteinte d'un Ondam aussi contenu permettrait-elle de répondre aux besoins effectifs de notre système de santé et notamment aux besoins d'investissement des hôpitaux publics dont la situation financière est très dégradée aujourd'hui? En lien avec cette question, j'aimerais donc parler ici de la dette sociale et fiscale des hôpitaux, sujet que vous aviez évoqué en juin dernier lors de votre audition à la suite de l'avis du comité d'alerte sur les dépenses de l'assurance maladie. Vous aviez mentionné, Madame la Ministre, ces chiffres de 2,2 milliards d'euros pour la dette sociale et de 800 millions d'euros pour la dette fiscale.
Disposez-vous désormais, comme vous l'avez demandé, d'un panorama plus précis et conforme à la réalité de l'état financier de nos hôpitaux sur cette question? Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? Toujours sur l'Ondam, comme chaque année, il est uniquement subdivisé en 6 objectifs, sous-objectifs, dont les 2 principaux, soins de ville et établissements de santé, représentent chacun plus de 110 milliards d'euros de dépenses. Comment pouvez-vous effectuer un réel contrôle de l'autorisation des dépenses publiques dans ces conditions? Pourrions-nous disposer d'une vision plus fine des dépenses de santé? Nous l'avions déjà évoqué, c'est-à-dire que passer un chiffre après la virgule, on n'a plus beaucoup de lisibilité. Enfin, un mot sur les franchises et les participations financières. Nous rappelons que leur montant a déjà doublé à la suite de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, mais leur plafond était resté au total à 100 € afin de préserver les assurés en ALD. Le gouvernement entend maintenant par décret à nouveau doubler les montants concernés en 2026, mais également les plafonds. Et par la loi, étendre le champ de ces contributions et créer un nouveau plafond spécifique au transport sanitaire. À l'échelle collective, le rendement attendu quadruplerait en 3 ans, passant de 1,2 milliard d'euros en 2023 à 4,9 milliards en 2026. Sur la période, près de 3 milliards d'euros de hausse proviendraient des mesures réglementaires. À cette enseigne, les participations et franchises sont-elles toujours, comme à leur début, un mécanisme de responsabilisation des assurés? Moi, ça me pose pas de problème qu'on responsabilise tout le monde. Ou bien ne serait-elle pas en train de devenir un levier de rendement bien utile pour le gouvernement? Hier, on nous expliquait que, en fait, l'Ondam était à 1,6 en pourcentage, parce qu'en fait, il y avait ces plus 3 milliards d'euros qui venaient. Si on reconstruit quelque chose, ça faisait un Ondam supérieur. À l'échelle individuelle, le coût maximal supporté par un assuré pour les participations et franchises passerait donc de 100 € à 250, voire 300 € d'ici 2027. Ce coût pour des patients en ALD, parfois prégrès, ne sera pas simple à assurer et à assumer. Il devra pourtant être supporté par les patients parce que la loi exclut leur prise en charge par les complémentaires santé dans le cadre d'un contrat responsable. N'est-il pas temps de revenir sur cette interdiction, pas forcément de la rendre obligatoire par la prise en charge, rendre obligatoire la prise en charge de ces montants, mais simplement de la rendre possible pour les complémentaires santé qu'ils souhaiteraient, le cas échéant, sous certaines conditions. Et vous évoquiez tout à l'heure une moyenne de hausse de plus de 42 € par personne. Comment faites-vous ce calcul de 42 € en moyenne? J'ai noté tout à l'heure. Et comment vous faites le calcul, s'il vous plaît? Je vous remercie. Je vais donner la parole à Pascale Gruny pour quelques questions, puis après vous répondrez aux 2 rapporteurs. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis désolée, je n'ai pas pu entendre vos propos liminaires, mais j'étais en commission des affaires européennes et je rendais 2 rapports, alors donc j'étais un peu coincée. Alors, je souhaiterais vous interroger, donc moi, pour la branche vieillesse. Comme vous le savez, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 contient des mesures d'ampleur sur les retraites. Alors, on va faire les choses qui vont bien. Je me félicite de l'article 43 qui prévoit de réformer le cumul emploi-retraite selon certaines préconisations de la Cour des comptes, ainsi que de l'article 45 qui inclut les trimestres majorés pour enfants en tant que période cotisée pour réduire les inégalités de pension entre les hommes et les femmes, qui sont un sujet de préoccupation depuis longtemps. Je pense également qu'il est juste de ne pas revaloriser les pensions de retraite sur l'inflation au titre de l'année 2026 et de réduire le coefficient de revalorisation à 0,4% au titre des années 2027, après que les pensions de retraite aient été revalorisées de 5,3% au 1er janvier 2024, comme le permettrait l'article 44. Cette dernière mesure améliore nettement les prévisions d'évolution du solde de la branche vieillesse d'ici à 2028. Alors, ma première question portera sur les annonces récentes d'une suspension des effets de la réforme des retraites qui devrait intervenir par lettre rectificative. Donc, je pense que nous l'avons. Disposez-vous d'éléments de chiffrage de l'impact de cette suspension, autres que ceux qui ont été annoncés par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale? Ma seconde question portera sur la résorption du déficit de la CNRACL qui devait atteindre, selon les dernières prévisions de l'IGAS et de l'IGF, 11 milliards d'euros en 2030.
Comme vous le savez, la LFSS pour 2025 a entériné le principe d'une hausse de 3 points par an pendant 4 ans du taux de cotisation vieillesse des employeurs à la CNRACL. L'annexe au PLFSS 2026 fait état des économies générées par la hausse du taux de cotisation employeur à la CNRACL en 2027, 40,65%, et 2028, 43,65%, sans toutefois les chiffrer. Pouvez-vous nous apporter des éléments complémentaires? Et enfin, ma troisième question plus prospective, nous limitons actuellement les dépenses du système de retraite en utilisant des leviers conjoncturels comme la non-revalorisation sur l'inflation et la hausse des taux de contribution employeur. Mais comment réduire à long terme le déficit du système de retraite qui devrait s'élever selon la Cour des comptes à 15 milliards d'euros en 2035, 30 milliards d'euros en 2045? Je précise que ces chiffres ne prennent pas en compte une éventuelle suspension de la réforme des retraites. Donc, quid de la solidarité intergénérationnelle et du maintien de notre système par répartition? Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Ministre, ça fait quelques questions, je crois. Je vois ça, c'est que des bonnes questions. En tout cas, c'est des questions très légitimes, donc je vais essayer de... Je suis sûre qu'elles vont toutes être bonnes. Elles sont toutes précises et donc je n'ai aucun doute qu'elles seront très bonnes. Peut-être reprendre dans l'ordre, Madame la sénatrice rapporteure générale, rapporteure de branche maladie. L'ONDAM, c'est quand même une construction étrange. Vous l'avez dit vous-même, il y a 6 sous-objectifs. Si vous m'avez aussi interrogé, Madame la rapporteure générale, sur comment on pourrait faire de la programmation pluriannuelle. Je dois vous dire que la manière dont les choses sont construites aujourd'hui, en tant que ministre des Comptes publics, fait que c'est très très difficile, puisque tout est entremêlé. Je vous donne un exemple sur le médicament. Je vous parlais de ces 7% de tendance de hausse des dépenses de médicaments. Il y a un bout de la dépense de médicaments qui est incluse dans l'ONDAM, sous-ONDAM ville. Et puis on a un bout qui est inclus dans le sous-ONDAM hôpital. Et puis on sait que dans le sous-ONDAM hôpital, la partie médicaments, c'est à la fois les médicaments qui sont utilisés à l'hôpital, mais c'est aussi les médicaments qui sont prescrits à la sortie de l'hôpital. Déjà, très compliqué. Ensuite, je vous donne un exemple. Si on décide de mieux réguler une partie des arrêts maladie, dont on sait quand même qu'il y a eu une très forte augmentation du taux de recours, qui n'est pas totalement corrélé aux observations sanitaires. Pas d'épidémie qui puisse expliquer pourquoi, en quelques années, on a ces hausses. Ce qui veut dire qu'on a des enjeux qui sont beaucoup potentiellement plus liés au monde du travail qu'au monde de la santé, qui sont pourtant des dépenses sous l'ONDAM. Quand on réduit les arrêts maladie, quand on en réduit la part qui peut être réduite, on fait baisser l'ONDAM. Donc, mon intuition, et je la partage à livre un peu ouvert, sachant que ça demande une révision de la loi organique des lois de finances de sécurité sociale, donc la LOLF-SS. Je pense que ce serait une très bonne initiative parlementaire que vous pourriez vous d'ailleurs proposer. C'est peut-être que nous ayons une meilleure distinction entre un ONDAM ville des consultations, la pratique, vous avez parlé d'efficience, un sous-ONDAM hospitalier qui regarde beaucoup plus les coûts RH, de gestion des hôpitaux, que nous ayons un sous-ONDAM médicaments qui puisse bien décrire ce qui est les médicaments de ville, les médicaments d'hôpitaux et cette espèce de part intermédiaire qui est en très forte hausse et très mal maîtrisée, les prescriptions à la sortie de l'hôpital, médicaments et puis produits de santé, dispositifs médicaux. On pourrait très bien avoir un sous-ONDAM qui sorte les indemnités journalières arrêt maladie d'ONDAM ville. C'est quand même très étrange qu'on les ait mis là, alors qu'aujourd'hui on voit que c'est une dépense qui est très particulière et d'ailleurs dont une partie est très rattachée à ce qui se passe sur la branche AT-MP, beaucoup plus que sur l'ONDAM ville. Donc un sous-ONDAM indemnité journalière, un sous-ONDAM médicaments journaliers, un sous-ONDAM transport sanitaire, qui aujourd'hui, je rappelle, sont remontés dans l'ONDAM ville, alors qu'ils sont massivement prescrits plutôt par des établissements de santé. Bref, je pense que l'architecture, je crois que vous m'aviez interrogé lors d'une précédente audition, monsieur le sénateur, parce que l'ONDAM, cette espèce de moyenne pondérée de choses qui ne se ressemblent pas, avec ensuite, je me tourne vers Madame la Ministre, chère Brigitte, les dépenses d'investissement mélangées au milieu de dépenses de fonctionnement, tout ça est illisible, et vous l'avez très bien dit, rend le pilotage collectif et le suivi, et j'aime même dire le suivi démocratique, très difficile. Donc, il me semble que c'est une réforme structurelle, qui me semble d'ailleurs, j'avais vu Madame la sénatrice dans le rapport que vous avez écrit ensemble,
qui peut faire consensus, qui peut nous réunir et qui remettrait les choses clairement. Pour décider, il faut qu'on comprenne. Et pour comprendre, il faut pouvoir suivre. Donc ça, je pense, c'est un élément essentiel. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue, mais je pense que c'est assez structurant. Et je préfère vous le dire voilà, de manière extrêmement transparente. Se cacher derrière des constructions statistiques qui ne veulent rien dire ne résoudra en rien le déficit ou n'aidera les soignants à faire mieux leur travail, à avoir les moyens de travailler. Donc ça, je pense, c'est un élément essentiel. Ensuite, vous avez évoqué le sujet des forfaits de responsabilité. On aimerait les appeler comme ça parce qu'il y a les deux mots importants. C'est un forfait par acte et c'est un élément de responsabilité. Responsabilité, pas parce qu'on veut culpabiliser les patients, mais parce que, je donne un exemple, si aujourd'hui on considère qu'aller voir un professionnel de santé, ça coûte in fine 2 €, le gouvernement pense que nous pourrions nous dire que ça peut coûter 4 € par visite, avec un maximum, du coup, si on rehausse le plafond, de 100 €. Je voudrais juste expliquer pourquoi, si on augmente la participation par acte, il faut aussi augmenter le plafond. Aujourd'hui, c'est 2 € par exemple par consultation dans un plafond de 50 €. Ça veut dire 25 consultations dans l'année avant de toucher le plafond. Si vous augmentez uniquement le montant forfaitaire à 4 €, mais que vous gardez les 50 €, ça veut dire que vous ne faites plus que 12 consultations dans l'année. Donc vous êtes, entre guillemets, 4 € par consultation, 100 € de plafond, vous avez cette même logique, cette même proportion, entre guillemets, qui est gardée. Deuxième élément, je pense, important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a non seulement donc, cette mesure, mais il y a aussi l'extension du périmètre des franchises. Si nous avions le même reste à payer que ce qui prévalait avant le Covid. Avant le Covid, on avait à peu près 10% des dépenses de la sécurité sociale, des dépenses maladie, des dépenses collectives, qui étaient payées, comme on appelle un reste à charge, un reste à payer. Aujourd'hui, nous sommes à 7,5%. Cette baisse de quasiment 3 points, ça représente 9 milliards d'euros d'une forme de manque à gagner pour la sécurité sociale. Je vais le dire autrement. Si la part des dépenses financées par les patients eux-mêmes, après mutualisation de la sécurité sociale et des mutuelles, était restée constante, la sécurité sociale dans son ensemble, enfin, la branche maladie, aurait 9 milliards d'euros de plus de financement. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est du rendement pour 2026. Nous restons, avec la proposition, le pays au monde où le reste à payer est le plus bas de toute l'OCDE. Et donc, ce n'est pas un objectif de rendement de court terme parce qu'on a un problème de... C'est parce que précisément, nous avons déformé par rapport à un temps qui n'est pas... vous voyez, il y a 60 générations, hein, en 5-6 ans. Pourquoi? Parce que il y a à la fois le sujet des ALD, donc il y a plus de dépenses qui sont liées et qui donc se passent au-dessus du plafond, ça c'est un élément factuel, mais il y a aussi, ça c'est intéressant, une assez forte dynamique des dépenses qui sont hors forfait, hors franchise. D'où la mesure d'extension du périmètre, pour que nous mettions plus de choses sous les forfaits et que donc une partie de ces dépenses très dynamiques, qui aujourd'hui n'ont pas de forfait, passent sous ce chapeau de responsabilité. Mais j'en viens au point principal. L'enjeu, je pense, pour nos concitoyens, c'est de s'assurer que ceux qui n'ont pas les moyens du tout de payer ces forfaits en soient exonérés. Je pense que les Français comprennent très bien que les 42 € en moyenne, c'est quoi? C'est qu'on a regardé qui était au plafond, la pratique de soins, on a fait nos modélisations, la CNAM a quand même toutes ces données, pour voir ce que mécaniquement ça créerait. Il y a évidemment un petit nombre de personnes pour qui l'augmentation va être peut-être plutôt de, je crois que en moyenne pour les personnes qui sont en ALD, on est plutôt autour de 70 € dans l'année. C'est ça la hausse que ça voudrait représenter. Pour un Français patient, comme on dit, moyen, hors enfant, femme enceinte et bénéficiaire de la C2S, la moyenne c'est 42 €. Donc c'est des calculs qu'on vous propose en transparence et sur lesquels voilà, on pourrait ensuite débattre. Il me semble qu'un bon débat collectif, c'est quelles sont les personnes qu'on veut exonérer. Est-ce que par exemple, il y a plus de personnes qu'il faut qu'on rende bénéficiaires de la C2S? Peut-être. Je rappelle qu'aujourd'hui, les bénéficiaires du RSA, de l'AH et du minimum vieillesse sont mécaniquement éligibles à la C2S. Donc on est quand même sur une protection, mais qui peut être élargie si vous le souhaitez. Mais je pense que, vous voyez, je vous le dis très à titre personnel, vu voilà, la situation, je pense que je suis, moi, d'ailleurs, parfois étonné du niveau de remboursement qui est proposé pour des personnes qui ont des revenus qui permettent de financer. Il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, de classe
plus, j'allais dire, de situations plus aisées qui disent, mais nous, on peut payer un peu plus. Et vous voyez, on parle beaucoup de justice fiscale, justice sociale, c'est assez lié. Voilà pour les éléments. Sur l'Ondam hospitalier, évidemment, des débats auront lieu. Il est à 2,4% le sous-Ondam hospitalier. S'il faut aller plus loin, on en discutera. Mais après, voilà, il faut qu'on équilibre aussi les choses. Et sur la dette fiscale et sociale, c'est un très bon sujet. Je reviendrai vers vous. On est en train d'avoir les données qui sont en train de remonter pour les dernières semaines. Donc voilà. Madame la sénatrice, sur les enjeux de la branche vieillesse. La suspension, c'est un scoop, je crois, entre le moment où je vous ai rentré dans cette pièce et maintenant, le compte-rendu du Conseil des ministres a dû se tenir. Donc je vais pouvoir vous le dire avec mes mots. Nous avons délibéré sur, donc, au fond, un engagement du gouvernement pour que ce débat ait lieu. Et qu'il ait lieu, quelles que soient les conditions de l'examen, des délais, des rejets éventuels des différentes parties. Et donc, ce qui est écrit dans le texte, c'est la stricte application de ce qu'avait dit le Premier ministre lors de son déclaration de politique générale. C'est que nous stoppons les paramètres d'âge et d'augmentation du nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein jusqu'au 1er janvier 2028. C'est une suspension jusqu'au 1er janvier 2028 des deux paramètres, à la fois l'augmentation, vous savez, d'un trimestre par génération pour pouvoir avoir le droit de déclencher sa retraite, et d'autre part ce qu'on appelle la dynamique Touraine. Ce qui veut dire que la génération 64 pourra activer sa retraite à partir de 62 ans et 9 mois. Cet effet de décalage de ce trimestre va toucher toutes les générations jusqu'à la génération 1968 incluse. Donc c'est pour ça qu'on a 3,5 millions de bénéficiaires. Puisqu'on a à peu près 600 000 personnes, 650 000 personnes par génération, fois 5 ans. Donc vous avez le 5-6 ans, vous avez le chiffre qui est donné. La lettre rectificative propose donc de ralentir la progression vers 64 ans des personnes qui allaient vers ces 64 ans. Et donc, c'est la génération 66 qui sera donc concernée par les 172 trimestres. Et ce serait la génération 69 qui serait concernée par les 64 ans si, au 1er janvier 2028, il n'y a pas eu d'autres réformes des retraites. Parce qu'on ne suspend pas pour suspendre. Sinon, c'est quand même l'idée de se dire qu'on se met en pause. Mais on voit bien que le sujet, il est plus profond. C'est quel est notre sujet démographique, quel est notre sujet de croissance économique, quel est notre sujet d'emploi des seniors, quels sont nos sujets de conditions de travail. C'est pour ça que le Premier ministre et le ministre Farandou ont annoncé qu'on tiendrait une conférence travail et retraite. Si c'est suspendre pour suspendre, on ne va rien avoir résolu de magique d'ici au 1er janvier 2028. D'où le fait que l'enjeu, c'est bien d'arriver à aménager un système qui ne soit pas dans le déni démographique et qui propose des solutions. Les éléments de chiffrage. Pour la branche retraite, c'est 100 millions de coûts pour 2026 et 1,4 milliard pour 2027. L'effet ensuite annuel est d'à peu près, je vais pas vous, alors d'à peu près 1,3-1,5 milliard d'euros par an net. Je signale juste qu'il y a des éléments évidemment d'incertitude sur ce chiffrage. Il y a un des éléments d'incertitude qui s'appelle les choix comportementaux, comme on dit, que les Français feront. Je le signale, pour certains Français, ils pourront se dire « je peux partir un trimestre plus tôt que ce que j'avais envisagé ». Pour d'autres, ils pourront travailler le trimestre en question et avoir une petite bonification du coup de leur niveau de pension. Ce qui ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour ces personnes. Mais ça veut dire que le coût du coup pour la collectivité pourrait être un peu plus élevé puisque les chiffrages aujourd'hui sont faits sur des effets comportementaux inchangés. Il est possible que nous redonnions de facto une forme de liberté aux personnes de choisir si elles veulent partir un trimestre plus tôt ou elles partent à la même date que prévu, mais avec une petite bonification de leur niveau de pension. Deuxième élément important à avoir en tête, c'est donc la manière de financer ce qui est une nouvelle dépense. Donc le gouvernement propose, et j'insiste sur propose, parce qu'évidemment tout ça fera l'objet de débat, une hausse marginale supplémentaire de la taxe sur les organismes complémentaires dont j'ai parlé dans mon propos introductif pour 2026, et d'aller plus loin dans ce qui avait été la proposition du conclave sur la sous-indexation, c'est-à-dire la moindre revalorisation des retraites, pour que cette revalorisation soit de l'ordre de plutôt 0,5% ou 0,4% si on est dans notre prévision d'inflation
en 2027, plutôt que de 1,3% si on avait fait une revalorisation de l'inflation totale. Était prévu dans notre premier projet une sous-indexation de 0,4 points qui serait augmentée de 0,5 points. Après, la question clé, je ne serai pas trop longue parce que vous avez beaucoup de questions, mais je pense que le sujet méritait clarté, c'est au fond comment on résout le déficit. Je voulais partager avec vous un élément extrêmement éclairant. Le taux d'emploi aujourd'hui des 55-64 ans dans notre pays, dernier chiffre, deuxième trimestre 2025, c'est 61,8%. Record absolu. Augmentation de 1,7 points en un an. Mais plus intéressant, augmentation de 30 points depuis l'an 2000. Ce qui veut dire que en 2000, moins de 32% des 55-64 ans étaient actifs. En 25 ans, nous avons doublé ce taux d'emploi, puisqu'il est aujourd'hui de, disons, 62%. On va s'épargner les virgules. Donc, c'est quoi la solution? C'est que nous arrivions à ce que les seniors soient plus nombreux à pouvoir, je me dis bien le mot pouvoir, rester en emploi, c'est-à-dire que nous gérions mieux les enjeux d'invalidité, d'usure au travail, donc de pénibilité. Plus il y a de cotisants, c'est le principe du système par répartition, plus on a de financement. Donc la solution, elle n'est pas magique, hein, c'est beaucoup de travail. Mais c'est que ce taux d'emploi continue de pouvoir rejoindre celui de la population générale, il est de l'ordre aujourd'hui de près de 80%. On est à 60, non pas 80, un peu moins de 75%. 72, 73%. Donc on a encore beaucoup à faire. Et puis de l'autre côté, c'est les jeunes. Je vous rappelle que nous avons, malgré les progrès qu'on a faits, un taux d'emploi des moins de 25 ans qui reste beaucoup plus faible que celui de nos voisins, une insertion sur le marché professionnel qui est beaucoup plus lente. Et donc nous perdons à la fois la capacité à offrir du travail à ceux qui en cherchent, qui sont beaucoup chez les jeunes et beaucoup chez les seniors, et nous perdons une richesse collective qui est le financement d'un modèle social qui, jusqu'à nouvel ordre, repose sur quand même l'activité. Il repose sur le travail directement par les cotisations, mais il repose sur l'activité, parce qu'il repose, au fond, on voit aussi sur nos ressources fiscales. Donc c'est ça qui me semble être la clé. Donc la clé, et je finirai là, c'est comment dans notre pays on crée des richesses, on soutient les entreprises, on soutient l'emploi, et surtout, on permet aux hommes et aux femmes qui souhaitent travailler de le faire en étant en bonne santé. Et donc ça reboucle avec toutes nos discussions sur prévention et santé. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole maintenant aux collègues qui l'ont demandé. Raymond Poncet-Monge. Oui, merci Madame la Ministre. Alors effectivement, nous savons que pour retrouver l'équilibre, il faut des mesures recettes et des mesures dépenses. Vous l'avez dit, il faut aussi augmenter la quantité de travail, mais personnellement, je pense que c'est pas tant faire travailler plus longtemps les gens qui sont en emploi. Je rappelle que nous sommes tout à fait en ligne avec l'Europe, mais plutôt créer des emplois. Et nous, en tant que transition écologique, je peux vous dire, si on était dans le périmètre sur la ligne des accords de Paris, il y aurait beaucoup de création d'emplois et peut-être pour les jeunes, car vous voyez, les jeunes, ils n'ont pas le RSA. Donc, s'ils ne travaillent pas, c'est pas parce qu'il y a, comme diraient certains, une préférence pour les prestations par rapport au travail. Ils n'ont pas de RSA. Non, moi, je dis des mesures recettes et des mesures dépenses. C'est pour ça que nous avons fait une boîte à outils. Dans le choix de ces mesures recettes et ces mesures dépenses, ce sont des choix politiques. Et nous n'avons pas les mêmes, je crois, dans cette... Moi, en tant que finances publiques, j'aimerais tout d'abord que vous me disiez à combien vous estimez l'effet récessif du budget de l'État, du budget des collectivités, du budget de la Sécu, donc de l'ensemble des APU, compte tenu quand même, de budget quand même qui réduisent très fortement les dépenses et la consommation. C'est estimé en général, l'OFCE, je crois, parle de 0,4, 0,5. Quelquefois, on a entendu 0,8 points du PIB. Et s'il y a un effet récessif, vous voyez que le troisième moteur de nos finances, qui est donc le PIB, est affaibli par le choix des mesures recettes et des mesures dépenses qu'on fait. Et du coup, j'en reviens quand même aussi aux prévisions. Vous avez dit, je vais revenir sur d'autres choses, mais vous avez dit
L'Ondam, c'est terrible. On est passé de 8,7 à 8,9. Je dirais tous les pays de l'Europe voient leurs dépenses de santé augmenter. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle un effet richesse, mais c'est normal. C'est-à-dire que les pays en développement, les pays avec notre niveau de développement augmente. C'est absolument, voilà, c'est des dépenses de santé, elles sont dynamiques de partout. Et non, on n'est pas différent avec 8-9. On est différent pour la socialisation des dépenses, parce que c'est notre modèle de protection sociale. Mais si vous mettez les dépenses privées, les dépenses des ménages, comme vous l'avez dit, etc., je crois qu'en Europe, on a vu ça dans le rapport, on n'est pas du tout mal. Mais vous dites, l'Ondam, en fait, il faut le maîtriser, justement, parce que nous sommes déjà très très haut dans le PIB, ce qui me semble pas juste. Mais vous le maîtrisez pas, vous le faites diminuer. Alors même que l'Ondam, on le sait, vous le savez, si on ne fait rien, augmente mécaniquement de 4 à 4,5. Et d'ailleurs, c'était l'évolution ces dernières années, si on ne fait rien, bien sûr. Là, vous le mettez à 1,6, alors que vos prévisions de croissance, c'est 1, et alors que vos prévisions d'inflation, c'est 1,3. Donc, moi, je sais calculer, ça fait, en cumulé, c'est même plus que 2,3. Vous le mettez à 1,6, c'est-à-dire que de façon volontaire, vous faites baisser dans le PIB la part de l'Ondam, alors même que mécaniquement, il a une tendance à l'augmentation. Et si on prend même l'inflation, vous voyez, le consensus économique à 1,5, et même je mets le 0,9 en croissance pour être vraiment sur le consensus, on est à 2,4 et 1,6. Bon, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est sincère cette hypothèse? Je dis, pouvons-nous parier sur la date à laquelle nous aurons le comité d'alerte sur le dépassement de l'Ondam en étant à 1,6? Alors, j'ai parlé de choix. Les mesures sur les dépenses, c'est vrai qu'on pourra y revenir. Vous avez de très bons rapports avec l'IGAS sur la financiarisation de la santé, sur ce qu'on peut faire en termes d'efficience dans le rapport. Mais je rappelle quand même qu'on ne peut pas faire n'importe quelle économie budgétaire si on veut respecter les objectifs sociaux et de solidarité de la sécurité sociale. La sécurité sociale n'est pas qu'un exercice budgétaire, il a aussi des objectifs de solidarité, des objectifs sociaux. Alors, gel des prestations sociales. Comment avez-vous avez-vous calculé le basculement sous le seuil de pauvreté, qui à 60% par exemple du revenu moyen, alors que la pauvreté monétaire est au plus haut depuis 30 ans? Ça aussi, c'est le résultat de votre politique. Un Français sur 7, près de 10 millions, plus de 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté, et plus d'un enfant sur 5 est dans un ménage pauvre. Donc, avec le gel des prestations sociales, avez-vous calculé l'impact sur le basculement dans la pauvreté? Gel des pensions. Alors, gel des pensions, je vois qu'on est d'accord pour que ça compense la sécurité sociale. Alors, je dirais, l'augmentation des complémentaires santé, quel est le rapport? Vous augmentez pour compenser le décalage des retraites, parce que je pense qu'effectivement décalage est le bon terme, vous augmentez la taxe sur les complémentaires santé. Mais c'est quoi le rapport? Autant on peut dire, bon, faire payer les retraités avec 0,1 a du sens, autant là, c'est vraiment insensé, quoi. Un gel dont vous parlez peu, c'est le gel des seuils de revenus, qui ouvre droit à l'application des taux réduits de CSG et qui touchera effectivement les foyers aussi les plus modestes. Alors, selon votre annexe 9, la mesure du gel proposée par rapport à une situation d'augmentation des seuils qui aurait dû être de 1,8, donc gel, ferait passer 1% des foyers de l'exonération au taux réduit. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, ça, c'est vraiment toucher les ménages les plus pauvres. 1% des foyers du taux réduit au taux médian, bon, si 2 années de suite, ok, il y a un effet un peu de lissage, mais aussi 1% des foyers du taux médian
au taux maximum de CSG. Combien de personnes vont être concernées à tous ces niveaux? Et ces effets, vous le constaterez, sont durables, puisque ce qui est perdu par la désindexation des seuils, quels qu'ils soient, que ce soit le gel des prestations, des pensions, etc., ne se rattrape jamais. Voilà. Alors, vous voyez que tout cela, les mesures sont politiques, parce qu'il y avait d'autres solutions qui étaient possibles. Vous auriez pu, tiens, pour le même rendement, augmenter d'1 point la CSG sur le patrimoine. C'est vrai que celle-là, par contre, elle est pas pour tout le monde, je dirais. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est simplement pour ceux qui en ont. Ou augmenter effectivement les revenus de remplacement. Alors pourquoi avez-vous les revenus de placement, pardon, pas de remplacement, de placement. Donc pourquoi avoir évacué cela, ces solutions-là, qui sont à mon avis des solutions plus justes. Voilà. Alors sur la TVA qui a été pointée tout à l'heure. Est-ce que vous ne criez pas de nouveau? Juste demander de resserrer un peu le propos parce qu'il y a, il y a 8 collègues et on a jusque midi. Merci. Oui, mais d'accord, mais il y a avec les branches, tout ça, 3/4 d'heure de discussion, bah, forcément. Donc nous, on est... merci juste de ramasser le propos. Voilà. Bon, oui, bah si, de fait, il n'y a qu'à regarder l'heure. Bon. Moi, je pense qu'il y a une surestimation des recettes de la TVA et une sous-compensation de nouveau des recettes pour la Sécu. Je rappelle quand même que la sous-compensation, y compris de la TVA, a coûté, selon la Cour des comptes, 18 milliards depuis 2019, quand même. Donc, est-ce qu'on continue pas ainsi ? Et l'augmentation des recettes, je voulais quand même en parler. L'étude de la Cour des comptes, vous la connaissez très bien, a pointé quand même une explosion des compléments de salaire, des niches sur les compléments de salaire de 8 milliards. Qui ont différents éléments. Pourquoi ne revenez-vous pas sur les baisses, y compris les baisses de forfaits sociaux, les taux de compensation? Vous avez fait baisser les forfaits sociaux sur l'intéressement, la participation de 20 à 16%, etc. Tout cela a grevé la sécurité sociale. Pourquoi ne revenez-vous pas sur les baisses sous le président Macron, les baisses qui ont coûté ça, plutôt que de s'attaquer, alors bon, aux tickets restaurants, c'est pas que je suis contre, mais les tickets restaurants, quand on vous a dit qu'il fallait pas les étendre et faire d'un ticket repas chaud un ticket caddie, aujourd'hui vous dites c'est une substitution, alors que vous avez participé à la déformation du sens des tickets restaurants. Donc moi, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de choses et revenir surtout sur les niches que vous avez de 8 milliards. Vous voyez, ça aurait évité peut-être... bon, voilà. Et puis sur les allègements généraux, je termine là-dessus, c'est rien du tout ce que vous faites. On sait qu'on aurait 8 milliards si on les bloquait à 2 SMIC. Tout le monde dit qu'il n'y a pas d'effet d'emploi, pas d'effet de compétitivité. Là, vous maintenez au-delà de 2 SMIC des allègements généraux qui n'ont aucun effet. La CAE, tout le monde le dit, etc. Et qui vous auraient rapporté 8 milliards pour une petite baisse de un peu plus d'1 milliard. Le compte n'y est pas. Merci. Il y a encore 7 demandes de questions. Non, vous allez globalement et puis conclure en même temps. 7, donc, et je donne la parole à Jocelyne Guidez. Alors, ça sera beaucoup plus court. J'ai que 2 petites questions à poser. Moi, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, il y a de la psychanalyse pour les troubles du neurodéveloppement. Ça ne sert absolument à rien et c'est remboursé à 100%. Donc, s'il y a peut-être des petites économies à avoir, peut-être à regarder ça sérieusement.
Alors, c'est pas moi qui le dis spécialement, mais vous avez la autorité de la santé qui le dit. Vous avez Étienne Pau aussi, avec qui je travaille en partenariat avec lui sur ces sujets-là. Et franchement, la psychanalyse, pour les troubles du neurodéveloppement, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, je voulais savoir là-dessus si vous en savez quelque chose, ce que vous en pensez. Les congés supplémentaires de naissance. Alors, ça va coûter 300 millions d'euros, à peu près, hein, je crois. Et les expériences étrangères montrent que l'allongement des congés parentaux de naissance, même bien indemnisés, puisqu'en Italie, ils sont passés à 5 mois, eh bien, ça n'a pas enrayé le déclin de la natalité. Donc, est-ce que vraiment c'est une bonne solution, dépenser 300 millions juste pour donner un exemple, l'Italie, ils sont à 1,24 enfants par femme et en France, nous sommes à 1,62. Donc, on voit bien que ça n'a pas... C'est pas ça qui a fait que il y a eu plus d'enfants depuis qu'ils ont mis ça en place. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Merci, Martin Lévrier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. 3 petites questions, pas petites, j'en sais rien, mais rapides en tout cas. Un point qui n'a pas été abordé et qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'apprentissage et la fameuse réforme de 2017-2018 qui a été un énorme succès et qui a permis la création de presque 1 million d'apprentis. Dans cette assemblée, nous avons commis un rapport avec ma collègue Corinne Ferré en face de moi et Frédéric Puissat qui donnait un certain nombre de pistes. Et dans les pistes importantes, on notait très clairement qu'il y avait une très forte augmentation des formations et donc des apprentis en post-bac, surtout master et plus haut, et une petite augmentation, mais bien faible, du pré-bac. Nous cherchons tous de l'argent et je ne voudrais pas que l'apprentissage soit vraiment une variable d'ajustement, ça me paraît très dangereux. Mais je pense que les aides données aux entreprises pour les apprentis sont de plus en plus mal ciblées. J'entends par là que les aides étaient les mêmes. Alors, j'ai pas regardé l'année dernière, excusez-moi, j'étais pas là, j'étais un peu, donc j'ai pas suivi. Mais les aides étaient les mêmes, que ce soit en pré-bac ou en post-bac. Je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent de diminuer drastiquement les aides entre le bac plus 3, au-delà de bac plus 3, par exemple 1 000 €, de diminuer celle de bac à bac plus 3 à 4 000 € et de donner beaucoup plus au pré-bac pour enfin développer ces filières dont les entreprises françaises ont absolument besoin. Alors je sais que je mets les pieds dans un sujet important parce que le post-bac a été trusté par des entreprises, par des sociétés et des entreprises privées au détriment de l'université qui est en train d'en souffrir énormément. L'apprentissage université souffre terriblement et je pense que ça serait très intelligent de réfléchir dans ce sens-là, ce qui ferait des grosses économies, hein, je ne les ai pas calculées encore, mais ce qui ferait des grosses économies, mais qui reflécherait cette réforme dans le bon sens. Je soumets cette question à votre sagacité. Sur les arrêts de travail, rapidement, moi je me pose une question. Dans mon ancienne vie, j'ai été DRH et directeur financier, et il est arrivé qu'il y ait parfois quelques salariés qui abusaient clairement des arrêts de travail. J'avais fait appel à une époque à une société privée de médecins, qui s'est déplacé 2 fois. La personne, bien sûr, n'était pas chez elle, etc. Mais son rapport n'a aucune valeur juridique. Et je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système de médecins agréés au même titre, avec les mêmes responsabilités et au même titre que les commissaires aux comptes, donc qui seraient responsables pénalement sous un certain nombre de critères, qui pourraient être mandatés par les entreprises, là aussi sous un certain nombre de critères, pour pas tomber dans une logique où je fais appel systématiquement à ces boîtes parce que ceci, parce que cela, que ce soit une RH positive et pas une RH négative, mais qui permettrait peut-être de mieux cibler et mieux comprendre un certain nombre d'arrêts maladie qu'on ne comprend pas. Et puis le dernier point, je vais être très rapide, était sur l'Ondam. Est-ce que vous pourriez nous dire l'évolution en pourcentage et en nombre de la masse salariale? Merci beaucoup. Merci. Anne Souiris. Comme ma collègue a dit beaucoup de choses, je vais essayer de résumer. Juste quand même une question qui est la question des complémentaires santé. Est-ce que quand on augmente les complémentaires santé, eh bien, ça se répercute sur les assurés. Donc, on ne peut pas dire d'un côté, on n'augmente pas les taxes pour les assurés,
en gros, et de l'autre, augmenter les mutuelles, donc en fait des taxes de fait, même si c'est du privé en l'occurrence, sauf que c'est injuste. Voilà, la différence entre augmenter une cotisation de la sécurité sociale et augmenter une mutuelle, c'est que l'un est indexé sur le salaire, l'autre pas. Donc c'est quand même la question, me semble-t-il, majeure là-dessus. La deuxième, c'est sur la financiarisation. Le fait de se dire, parce que vous parlez en fait de gratuité, de dire il faut pas que ce soit gratuit, il faut que les gens réalisent qu'ils payent. Alors déjà la maladie ça coûte cher, hein. La maladie de toute façon ça coûte de l'argent quand on est malade. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on doit faire ou qu'on ne peut plus travailler. On a de fait ça n'est pas gratuit même sans les franchises et on sait qu'en plus les franchises empêche le soin, c'est quand même un des problèmes, même si je sais que vous avez fait attention à faire attention aux plus bas salaires. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui empêche le soin. C'est un problème puisque on sait qu'il y a quand même la plupart des gens qui ne font pas appel aux soins, c'est quand même 20% des plus modestes. Donc c'est quand même beaucoup plus large que les RSistes. Dernière question que je voudrais vous poser, et sur la financiarisation, pardon, c'est quand même, il y a d'autres solutions qui ne sont pas du tout mises en place. Est-ce que l'idée d'avoir une taxe un peu du type clause de sauvegarde sur les secteurs très rentables et financiarisés, est-ce que vous y avez pensé? Pourquoi? Et sinon, pourquoi non? Parce que le fait seul de baisser les remboursements des secteurs rentables ne sont pas un gage du fait que les gens, qu'il va y avoir des économies sur la question, enfin, peut-être pour la sécurité sociale, mais certainement pas pour les personnes, encore une fois. C'est-à-dire que ça risque simplement d'augmenter leur reste à charge, ce qui est un problème. Ma dernière question, c'est sur la question du prévention. Vous dites prévention, on a fait un effort. Quand même, rien sur l'alcool, le tabac, l'alimentation, rien sur la réduction des risques. Par exemple, l'expérimentation sur les HSA qui se finit à la fin de l'année, eh bien, disparaît de ce PLFSS. Pourquoi? Donc, les HSA, halte soins, addiction. Merci. Merci. Alors, Nadia Sologoub. Oui, les haltes soins des addictions, c'est les salles de consommation à moindre risque. Il en existe 2 en France. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, une question qui n'est pas PLFSS, mais je profite d'avoir la Ministre des Comptes publics pour aborder un sujet qui me tient à cœur. Est-il pertinent actuellement de maintenir les exonérations fiscales des professionnels de santé qui s'installent en ZRR, enfin FRR maintenant? Parce que le dispositif initialement était un accompagnement dans la mesure où certaines créations d'entreprises se faisaient en milieu sous-doté, donc c'est un accompagnement fiscal pour les aider à démarrer. Maintenant, on sait qu'une profession de santé qui s'installe partout en France, le jour de l'installation, le carnet de rendez-vous est plein, donc l'accompagnement sur les premières années ne se justifie plus vraiment. D'emblée, le dispositif a prévu d'exclure certaines professions, à savoir les assureurs, les agences immobilières, etc., sont exclus du dispositif d'emblée. Maintenant, ça déséquilibre complètement artificiellement les installations de professionnels de santé. Ils ne veulent être que en FRR. Et toute la France se bat pour être en FRR parce que sinon, on sait qu'on n'a aucune chance de pouvoir voir arriver un médecin. Donc ça déséquilibre totalement le dispositif. Et d'autant plus que c'est complètement... alors, on a peur souvent de la réaction des professionnels de santé, sauf que c'est très inégalitaire, puisque les anciens installés considèrent que c'est très injuste pour eux qui payent des impôts. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de réajuster, d'augmenter éventuellement les actes en zone sous-dotée, d'ailleurs qui ne seraient pas défiscalisés, alors qu'en zone... alors, franchement, ça devient honteux d'avoir des médecins qui, en FRR, ne payent pas d'impôts. C'est scandaleux. On demande des efforts à tout le monde. Et les plus anciens médecins disent que c'est très injuste pour eux. Donc, alors, j'avais interrogé Bercy, parce que chaque année, je mets mon petit amendement. On m'a parlé de 700 millions d'euros, qui ne seraient pas pour cette année, qui seraient décalés d'1 an. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas sortir les professionnels de santé du dispositif FRR? Voilà. Alors, pour information, donc... la Commission a demandé un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet qui nous sera rendu le 12 novembre prochain.
Voilà. Alors, je donne maintenant la parole à Annie Le Houerou. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais faire quelques remarques générales. Donc, je pense que nous partageons l'objectif de maîtrise des déficits et le souhait de ramener la Sécu à l'équilibre dans des délais raisonnables, donc 2029-2030. Et donc, ça suppose effectivement de maîtriser la dynamique des dépenses et aussi d'intervenir sur les recettes. Donc, il y a des efforts supplémentaires à faire en recettes comme en dépenses. Pour autant, ce PLFSS, nous estimons qu'il est absolument insupportable parce qu'il met vraiment en péril le principe que vous avez d'ailleurs cité, que chacun contribue selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins. Avec ce PLFSS, ce sont surtout les malades, donc les personnes qui contribuent, elles contribuent en fonction de leurs besoins de santé. Donc ça nous pose vraiment difficulté. Je ne vais pas revenir sur le détail, mais nous nous interrogeons aussi sur la sincérité du 1,6% de l'Ondam, même si il est variable selon la médecine de ville, les hôpitaux, etc. Mais c'est tout à fait irréaliste. Je voulais juste vous demander de préciser vos propositions, pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin sur les allègements généraux, parce que je pense qu'il faut faire contribuer beaucoup plus largement et rompre avec cette culpabilisation des malades, parce qu'en fait, sur nos territoires ruraux, nous avons déjà des difficultés d'accès aux soins. Ceux qui sont en ALD, ceux qui ont recours à cette offre de soins, eh bien, c'est par nécessité, parce que nécessité oblige, on n'a pas l'offre de santé sur nos territoires correspondant aux besoins, à nos besoins de santé. Donc, cette culpabilisation est tout à fait gênante et en tous les cas insupportable. Donc, je voulais aussi vous interroger sur la possibilité d'agir et votre point de vue sur le fait d'ajuster la CSG et la rendre peut-être plus progressive aux revenus. Est-ce que ce sont des éléments qui ont été réfléchis? Sur la fiscalité comportementale, ça a déjà été dit, mais je voulais le rappeler, rien dans le PLFSS sur les sucres ajoutés ou les publicités alimentaires. Donc, je voulais savoir pourquoi ce PLFSS fait un peu l'impasse là-dessus. Sur les complémentaires santé, il y a déjà eu des augmentations importantes. On a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à prendre en charge ces complémentaires santé, notamment les retraités d'ailleurs, et les personnes les plus exposées au risque de besoin de soins. Or, on en remet une couche cette année sur les complémentaires santé. Donc, on fait payer par les franchises médicales, par les augmentations des années précédentes sur les complémentaires santé et à nouveau cette année, une augmentation sur les complémentaires santé. Donc, le risque, c'est que les personnes les plus en difficulté n'y aient plus accès. Concernant les dépenses, donc je pense qu'il y a des leviers de maîtrise de dépenses de santé. Dans ce PLFSS, on voit aussi très peu de choses sur la prévention. Les ALD, par exemple, sont très ciblés pour organiser leur sortie du dispositif. Et puis, vous avez cité dans vos exemples le fait de systématiser des dépistages réguliers pour des pathologies polypathologie, et moi je n'ai rien vu dans le PLFSS de ce type, mais j'ai peut-être zappé quelque chose. Il me semblait pas que ça y était. Et de la même manière, ont été mis en place les rendez-vous de prévention, justement pour prévenir et anticiper notamment le développement des maladies chroniques, et donc les arrêts de travail, et donc les recettes, et donc les dépenses en matière de santé. Et là aussi, ces rendez-vous de prévention, à ma connaissance, sont, en tous les cas dans mon département, très peu mis en œuvre, mais là aussi, faute de médecins à disposition pour assurer ces rendez-vous de prévention. Donc nous sommes très
interrogatif aujourd'hui par rapport à ces propositions, mais comme vous l'avez dit, c'est un projet de budget qui est sur la table et qui va donner lieu à discussion, mais nous serons en tous les cas très attentifs à ce que les plus vulnérables, les plus en besoin de soins ne contribuent pas, ne soient pas les seuls à contribuer dans ce budget, et nous devons répartir les recettes de manière la plus équitable et la plus juste possible. Merci. Corinne Ferré. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, d'être avec nous ce matin au sortir du Conseil des ministres. Et sur un sujet, évidemment, on va entamer l'examen du PLFSS dans une dizaine de jours, je crois, maintenant. Et on voit bien, à travers de nos interventions des uns des autres, que ce débat va être nourri. Parce qu'on a effectivement une approche, des sensibilités, on va dire, différentes, voire très différentes, voire éloignées. Le but étant de pouvoir, on va dire, progresser dans notre réflexion, car comme vous l'avez dit, l'avait dit le Premier ministre, ça n'est qu'un projet de budget qui pourrait évoluer. Et je voulais dire quelques mots aujourd'hui, parce que ce PLFSS tel qu'il nous est présenté, il va être discuté alors que nous marquerons, je ne veux pas dire fêter, nous marquerons les 80 ans de la sécurité sociale. C'est pas rien. C'est les fondamentaux de notre modèle social. D'autres, nos aînés se sont battus, on va dire, pour arriver à cela. Ils ont obtenu un accord, ils ont discuté. Mais aujourd'hui, avec ce PLFSS, nous considérons que c'est une véritable remise en cause des principes fondamentaux de notre modèle social, de cette organisation, principes fondamentaux autour de l'égalité d'accès aux soins, de la qualité des soins et de la solidarité. Il est proposé dans ce PLFSS un certain nombre de dispositifs ou d'orientations que nous ne partageons pas. Ma collègue l'a évoqué déjà, et je voulais insister particulièrement sur deux aspects. Vous évoquiez, mais ça a déjà été évoqué hier aussi, le forfait responsabilité. Alors, moi, je vous le dis tout de go, je suis choqué que l'on puisse avoir à l'esprit de dire on va mettre en place un forfait responsabilité, culpabiliser ainsi les Français qui n'auraient pas conscience que ce système de santé, notre organisation de la sécurité sociale depuis 80 ans maintenant, comment on va dire, se baser, donc je l'ai dit, sur des fondamentaux, mais après tout, le système existe, alors allons-y, dépensons sans compter, comme on pourrait dire de manière très familière, j'y ai droit, donc allons-y. Et voilà, je suis moi choquée sur cette notion même de forfait, de responsabilité et de culpabiliser ainsi, de nous culpabiliser et culpabiliser nos concitoyens. Vous avez dans ce forfait de responsabilité, on aura l'occasion d'y revenir au moment du débat, bien évidemment, c'est la mise en place de ces franchises médicales qui existent déjà, mais qui vont être doublées, que ce soit au moment par rapport aux médicaments, par rapport aux consultations, et élargies, comme vous l'avez rappelé, vous l'avez précisé, à d'autres dispositifs, on va dire, sur lesquels il n'y aurait pas encore de franchise médicale. Enfin, doublées. Est-ce que vous avez bien conscience que pour beaucoup de nos concitoyens, ces sommes-là, ce n'est pas rien. Passer de 1 euro à 2 euros sur une boîte de médicaments, de 2 euros à 4 euros pour une consultation, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors vous avez évoqué qu'il fallait remonter le plafond, mais pour l'instant, ce n'est pas encore précisé, évoqué, débattu. Donc, mais de toute façon, de s'adresser aux Français en leur disant on va vous responsabiliser parce que vous n'avez pas compris que vous devez faire des efforts, pour moi, ce n'est pas acceptable. Je veux aussi, dans ce forfait de responsabilité, vous avez évoqué très rapidement, mais là aussi on y reviendra, la question des arrêts de maladie qui seraient limités, comme si un malade avait aussi cette double peine. On lui disait, t'es malade, mais il ne faut pas l'être de trop, donc tu ne vas pas être trop arrêté.
Donc voilà, excusez-moi la familiarité de mes propos, mais je vous assure que c'est comme ça que nos concitoyens reviennent vers nous. Sans parler évidemment de celles et ceux qui sont en situation d'ALD. Là, vous dites que le reste à charge, il pourrait être en moyenne à 70 €, voire plus. Mais c'est énorme. Enfin voilà, c'est énorme. Quand on est en ALD, c'est évidemment pas par plaisir. Et là aussi, c'est plus qu'une double peine, j'oserais presque dire une triple peine. Et au-delà de ces forfaits de responsabilité, cela a été évoqué par plusieurs collègues, c'est aussi le gel des pensions de retraite, le gel des prestations sociales. Et donc là, pour nous, c'est totalement inacceptable de considérer que, certes, l'inflation est moins élevée que par les années passées, mais il y a de l'inflation. Et alors, les prestations sociales ne devraient pas progresser parce qu'il faut faire des économies. Mais enfin, on peut trouver des recettes ailleurs, ça a été dit, et nous aurons l'occasion d'y revenir encore une fois pendant ce débat qui va être nourri, et on n'aura pas de plusieurs jours et de nuits pour tenter de convaincre que ce PLFSS ne nous convient pas et il ne respecte pas, encore une fois, l'engagement, les valeurs qui ont été mises en œuvre, adoptées il y a 80 ans maintenant. Merci, Émilienne Poumerol. Dernière question. Oui, moi, juste une petite question complémentaire à ce que viennent de dire mes collègues sur le prix du médicament. Ce printemps, il y a eu une levée de bouclier de l'ensemble des pharmaciens de France contre cette idée que je trouve vraiment paradoxal de dire qu'on diminuait la ristourne sur les médicaments génériques qui sont ceux qui coûtent 2,40 € ou 3,20 € la boîte. Alors certes, qui sont prescrits. On a poussé nos amis pharmaciens depuis quelques années à délivrer le plus possible de génériques. Et voilà que maintenant on leur dit c'est là-dessus qu'on va faire des économies et qu'on ne discute pas du prix des médicaments qui reste un secret des affaires. Chaque fois qu'on parle du CEPS, c'est le secret des affaires. On ne peut absolument pas avoir de contrôle sur la transparence de ces prix-là, avec des prix aujourd'hui, des médicaments innovants. Et il faudrait regarder ce que veut dire innovant, parce qu'ils ne sont pas toujours vraiment innovants. Vraiment innovants, parce qu'il suffit parfois de modifier un tout petit peu la formule pour que ça devienne un innovant. Et à ce titre-là, parce que c'est innovant, on demande des prix qui sont faramineux et qui n'ont rien à voir avec les 2,50 € ou les 3,20 €. Donc, il me semble que dans la politique du prix du médicament, et vous parliez tout à l'heure des rentes que peuvent avoir certaines branches médicales, on parle beaucoup des radiothérapeutes, des biologistes, etc. Mais la rente que représente... le rendement de l'industrie pharmaceutique, il tourne aux alentours de 7,8, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 8%. Et je fais bien la différence entre ce qui sont les petits labos qu'on peut avoir encore en France, il nous en reste encore quelques-uns, et the big pharma, comme on dit en général. Mais la rente est quand même là, la progression est fantastique, la progression de consommation de médicaments, vous le dites, elle est énorme, et on est allé proposer de taper sur les génériques au lieu de bien axer notre effort sur le prix des médicaments exorbitants, et en particulier, je pense en cancérologie, où on a des médicaments qui sont extrêmement chers, dont certains ont déjà été depuis longtemps amortis, mais où on ne diminue pas le prix, et il reste toujours à des prix extrêmement élevés. Donc j'aimerais qu'on puisse travailler là-dessus. Merci. Alors, dernière question, Madame la Ministre, cette fois comme rapporteur du projet fraude. Vous en entendez un rendement de 1,5 milliard d'euros. Et le Haut Conseil des finances publiques a jugé, je cite, que ça leur paraissait pas crédible. Et donc, d'où vient cet optimisme? Et pourriez-vous aussi nous transmettre un chiffrage détaillé de chaque mesure du projet de loi? Le demander à vos services, bien sûr, je vous remercie. Alors, vous allez répondre à toutes ces questions, elles sont nombreuses, on vous en remercie. Et puis, ça vaudra aussi conclusion. Merci. Oui, ça, je vous confirme que je vais faire... Je vais essayer de répondre par thème et essayer quand même d'être exhaustif. Donc, bon, j'espère pouvoir répondre à vous tous de manière un peu organisée.
Bon, il y a eu beaucoup de questions sur les fameux forfaits et au fond, la manière dont on répartit et on soutient collectivement ce qui est un actif national. C'est ça le sujet, et je vais essayer de, voilà, sans faire des grands mots, mais quand même se parler de ça. En fait, si on le faisait uniquement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, ça n'aurait aucun sens. Mais on fait ça aussi parce qu'en corollaire, nous cherchons, et ça rejoint aussi votre question, à donner aux Français un accès aux soins. Il se trouve que je vais devoir vous quitter dans 50 minutes au plus tard, mais je vais faire plus court, hein, monsieur le vice-président, je vous rassure. Nous avons une réunion de travail autour du Premier ministre sur France Santé. Déployer une offre de soins adaptée aux besoins sur tout le territoire, avec une population, vous en avez certains évoqué, qui de facto vieillit, ou en tout cas a des pathologies chroniques, a des enjeux de déplacement, alors qu'on avait quand même organisé un système de santé, si on le dit, qui était quand même très focalisé sur le traitement excellent de l'aigu, des CHU de pointe, une répartition sur le territoire de très grands centres d'excellence, et au fond, un réseau territorial qui n'est pas adapté aujourd'hui à ce qu'est le vieillissement, les maladies chroniques et l'éloignement. Ça demande donc des investissements, et ça demande au fond une réforme qui n'est pas une réforme budgétaire, mais qui est une réforme même de principe. Quel système de santé voulons-nous aujourd'hui? Déployer, vous avez vu que le précédent gouvernement, pour qu'on ait aussi des médecins, entre guillemets, qui partent justement de ces CHU, qui se déploient sur les territoires. J'ai moi-même, et vous en connaissez plein, des exemples assez probants, en fait, d'exercices mi-hôpital, mi-ville, dans beaucoup de territoires. Et il se trouve que dans les fonctions précédentes, observé notamment, je me souviens, en Corrèze, un modèle d'ailleurs beaucoup soutenu par le département, de déploiement non pas de maisons de santé, mais même de proximité, de réseau à nouveau de médecins qui se déplacent à domicile. Tous ces éléments-là coûtent de l'argent. Et la proposition que fait le gouvernement, c'est de dire, cet argent, de facto, on ne l'a pas. Mais ça peut être aussi un élément, pour le coup, de compromis avec les Français, de dire la participation supplémentaire qu'on vous demande, donc en moyenne plus 42 € par an, c'est l'effort, entre guillemets, que chacun peut potentiellement consentir selon ses moyens. Je rappelle, 18 millions de Français qui sont totalement exonérés, pour qu'on rapproche les soignants des patients. Alors, vous allez me dire, belle promesse, si c'était aussi vrai, on vous suivrait, etc. Donc oui, il y a un élément d'efficacité à trouver. Et je pense que si pour, en moyenne, 42 € de plus par an pour ceux qui sont concernés, on a un meilleur accès à la santé, et l'accès à la santé, France Santé, c'est, vous voyez, des éléments du type, tout Français, comme France Service, doit avoir un premier accès aux soins à moins de 30 minutes de chez lui. On a fait France Service avec beaucoup, vous vous souvenez, de suspicion initiale. Aujourd'hui, ça marche. C'est à peu près le même réseau qu'il nous faut déployer. Et ensuite, est-ce que dans 48 heures, on peut avoir un médecin avec un rendez-vous de suivi? Et bon, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Mais je fais ce point parce que si, évidemment, on a un discours qui n'est que budgétaire, que des gros sous ou des petits sous, et qu'on oublie le corollaire, c'est à quoi ça sert? Ça sert, et je vais revenir, à ce que nous continuons d'être le pays où nous avons une des espérances de vie en bonne santé les plus longues au monde. Et qui augmente. Et qui augmente. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à consentir. Si vous avez une enquête très intéressante de l'INSERM, que je peux d'ailleurs partager avec la Commission, sur le fait que nous avons gagné des années de vie en bonne santé. Et on le doit aux professionnels de santé, on le doit à notre investissement collectif, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à maintenir. Donc c'était juste pour avoir un préambule. Sinon, effectivement, si c'est juste pour faire rentrer de l'argent sans aucune amélioration dans la vie quotidienne des Français, on n'est pas au bon endroit. Premier point. Deuxième point, sur l'ONDAM. Beaucoup d'entre vous ont parlé du 1,6%, etc. Si nous n'avions pas cette mesure forfait de responsabilité, l'ONDAM serait à 2,3%. Précisément à la somme de la croissance plus l'inflation. Donc, je reconnais devant vous que l'ONDAM sous-jacent à mesure constante, c'est plus 2,3, et que ces forfaits de responsabilité, dont on a beaucoup parlé, font que l'ONDAM, moyenne pondérée, on a dit de choses qui sont un peu des choux et des carottes tout mélangées, passe à 1,6. Mais je pense que c'est intéressant qu'on comprenne bien comment c'est construit. Parce qu'à nouveau, cette moyenne pondérée, c'est un totem, et je pense qu'elle nous dit assez peu de choses, en fait.
Qu'est-ce qu'on fait pour l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait pour les parcours de soins? Je vais y revenir. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accès aux soins? Qu'est-ce qu'on fait pour les établissements médico-sociaux? Qu'est-ce qu'on fait pour les transports sanitaires? C'est comme ça qu'il faut, je pense, que nous arrivions à avoir un débat jour et nuit, vous l'avez dit. Et ce sera évidemment ce que feront Stéphanie Rist et Jean-Pierre Farandou, chacun aussi dans les responsabilités ministérielles qui sont les leurs. Moi, je suis au fond que la comptable de cette affaire. Mais j'essaie de vous donner un peu de sens, parce que si je vous parle que de chiffres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Troisième élément, les impacts redistributifs. Madame Poncet-Monge, je vous avais notamment évoqué l'impact du gel et des enjeux de pauvreté. Je vous le dis tout de go. Geler les barèmes de l'impôt sur le revenu et de la CSG, si vous ne gelez pas les prestations et les retraites, bah, ça marche moins bien. Si vous avez un gel, donc une stabilité des revenus, bah, en fait, c'est pas très grave d'avoir une stabilité des barèmes. Si rien ne change, rien ne change. Ça paraît un peu une tautologie. Mais si les prestations sociales, les minima sociaux et les retraites ne bougent pas en valeur, si vous ne bougez pas le barème, ben, en fait, il ne se passe rien de différent dans la vie des gens. Donc, il faut bien voir ces deux mesures comme étant corrélées. Ce qui est vrai, c'est que si vous gelez le barème sans geler les revenus, alors oui, vous avez des enjeux. C'est qu'il y a plus de gens qui, certes, vont avoir plus de revenus, mais du coup, ils vont recevoir plus d'impôts, et donc vous avez des effets potentiellement des deux côtés. Donc, à partir du moment où on pose un principe de stabilité, il faut que ce soit le plus large possible pour qu'il y ait une forme de cohérence dans la décision. Sinon, vous avez des effets de bord dont vous avez parlé. Donc, c'est pour ça que, effectivement, on peut dire, oui, ça change des choses, mais plus les choses sont figées, moins, justement, on va bouger les effets redistributifs. Dire c'est pas totalement satisfaisant, on pourrait vouloir bouger les barèmes, qu'il y ait moins de gens qui payent, par exemple, l'impôt sur le revenu. Si on revalorise la première tranche, par exemple, de l'impôt sur le revenu, la conséquence, je vous dis tout de go, c'est qu'il y aura moins de Français qui paieront l'impôt sur le revenu. Ça peut être un choix politique, mais autant qu'on se le dise très tranquillement. CSG patrimoine. CSG patrimoine, ça ne touche pas que les hauts patrimoines. Et la CSG placement, ça ne touche pas que les grands placements. Je veux juste vous dire, parce que sinon aussi, on se fait croire qu'il y a des impôts, entre guillemets, sans impact dans la vie des Français de classe moyenne, de classe populaire ou de classe aisée. On pourra peut-être vous partager comment se répartit le rendement de une hausse de 1 point de CSG capital et placement. Bon, ça fait quand même augmenter, vous voyez, la fiscalité des PEE, des PEL, des PERCO, des CEL, vous savez, un certain nombre de dispositifs qui sont eux-mêmes assez sociaux. Mais je veux juste dire qu'en augmente un impôt, ça touche en fait toujours ces grands impôts à base très large, ça touche toujours aussi, voilà, je veux dire, des retraités de classe moyenne. Quand vous augmentez la CSG patrimoine et placement, bah, c'est 1 point de moins de rendement sur leur épargne. C'est ça que ça veut dire. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais juste qu'on soit bien, patrimoine et placement, c'est pas que les hauts patrimoines et les très grands placements. Mais je voulais juste qu'on ait cet élément. Sur la TVA, le Haut Conseil aux finances publiques dit que notre estimation est cohérente avec notre estimation de croissance. Parce qu'on a un enjeu TVA. Je vous le dis là aussi très franchement, ça fait plusieurs années, il y a eu des années de très grandes fluctuations, on sait, entre les recettes et le PIB. Mais là, même à très court terme, j'ai demandé là une mission d'urgence. Il se passe quelque chose sur la TVA que nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'économies parallèles? Est-ce que c'est parce qu'il y a une déformation de notre modèle économique? Est-ce que c'est parce qu'il y a, entre les exportations et la production, sur la TVA, alors c'est dans des proportions cette année qui sont petites, on n'est pas en train de parler de dizaines de milliards d'euros du tout, hein, mais la mécanique des modèles de TVA, aujourd'hui, montre que nous n'arrivons pas à avoir les rentrées que nous espérons. Ce n'est pas une question on a voulu surestimer les prévisions. Le Haut Conseil aux finances publiques, vous savez, je suis extrêmement attentive à leur avis. Les modélisations, d'ailleurs, nous le disent. Ils considèrent que nous n'avons pas de biais dans nos modèles. Mais nous voyons que la TVA n'est pas aussi corrélée à l'observation de l'économie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a rêvé d'avoir beaucoup de consommation et qu'en fait, la consommation n'est pas là, donc on n'a pas la TVA. C'est pour une consommation donnée, nous n'avons pas la TVA
attendu. Et donc, j'ai lancé une mission, et je vous ferai part, parce que ça concerne tout le pays, puisque vous l'avez tous très bien dit, la TVA est devenue aussi une ressource pour la société, et pour les collectivités et pour la sécurité sociale. Enfin, sur les tickets restaurants, ce sera un grand débat. Ce sont les compléments de salaire. Jean-Pierre Farandou dit souvent, si on veut revenir à ce qui était quand même la base, tous les revenus portent une part de cotisation et de fiscalité. Après, on peut décider comment on les module, mais c'est vrai que de créer des revenus sans aucune fiscalité, sans aucune charge. Bon. Donc, il y a plein d'éléments qu'on pourra discuter. Je dis juste qu'entre les tickets restaurants qui permettent aux personnes qui n'ont pas de lieu de restauration sur le lieu de travail de déjeuner à midi et les chèques culture, vacances, qui sont devenus une quasi-monnaie, et qui, comme vous l'avez dit, le ticket restaurant est devenu un ticket caddie. Il y a des choses qu'on peut moduler, mais ça sera un débat. Voilà. Fiscalité comportementale, vous êtes nombreux à m'interroger, c'est un élément de débat. Le gouvernement ne propose pas d'éléments. Maintenant, voilà, je ne vais pas vous dire que c'est un débat interdit par définition. J'ai bien conscience que vous déposerez les uns les autres des amendements, parfois contradictoires d'ailleurs, sur ces éléments. Madame la sénatrice Guidez, au fond, c'est intéressant votre question, sur qu'est-ce qu'on rembourse. Alors, là aussi, je vous parle très personnellement, je ne suis pas ministre de la Santé, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites par la Haute Autorité de Santé qui ne sont pas suivies. Je vous donne un exemple. Près de la moitié des arrêts maladie, en durée, sont prescrits sur des durées près de parfois le double des préconisations de la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est un travail qui pourrait peut-être aussi nous réunir de manière transpartisane. Quand la Haute Autorité de Santé donne des recommandations, on peut peut-être se dire que c'est sur cette base-là que c'est remboursé à 100%. Et je parlais des arrêts maladie, vous avez été plusieurs à m'interroger. Les durées prescrites ne correspondent pas aux préconisations. Et ça a deux problèmes. C'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de... Et c'est des données que la CNAM a révélées, qui sont pour moi qui sont le signe de quelque chose qui ne marche pas. Vous avez des gens qui sont en arrêt, qui ne voient aucun médecin. Il y a des données de la CNAM sur les personnes qui ont, par exemple, des troubles musculo-squelettiques. Ils ne voient aucun kinésithérapeute pendant leurs arrêts. Vous avez une proportion, de mémoire, c'est autour de 30 à 40%, des personnes qui sont en arrêt pour cette raison-là et qui ne voient pas de kinésithérapeute pendant leur arrêt. L'arrêt ne va pas résoudre le problème. Donc ça veut dire qu'on se met en pause et on pense... Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les médecins ne font pas le suivi qu'on imagine attendre de ces arrêts, d'où le fait que notre préconisation, c'est que les arrêts en première intention soient de 15 jours, pour que quand même, au bout de 15 jours, on regarde s'il y a eu quand même le suivi et le parcours nécessaire à ce que ça... Alors, ensuite, il faut que l'offre de soins soit là. Mais là aussi, vous avez des enjeux d'installation, parce que vous avez aussi des territoires où vous pouvez avoir sur certains accès à certaines spécialistes ou professionnels de santé dans des délais beaucoup plus courts. Et donc, c'est aussi une histoire de répartition. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on pense un peu la chose de manière globale. Sur la démographie, Madame Guidez, ce qui est vrai, c'est que je voudrais juste partager en un mot ce que ça veut dire pour l'Italie d'avoir 1,2 enfants par femme. Ça veut dire que chaque femme a en moyenne 0,6 filles. Si ces 0,6 filles ont elles-mêmes 0,6 filles ensuite, en 2 générations, 0,6 fois 0,6, ça fait 0,36. Ça veut dire que la population a baissé de 60%. Si on le présente comme ça, vous voyez, les chiffres dans le nombre d'enfants par femme, ça dit tout autre chose. Je le redis, en Italie, les femmes d'aujourd'hui font que dans 2 générations, il y aura 60% de moins d'Italiens et d'Italiennes. Il faut que ça nous fasse réfléchir. Donc, vous l'avez dit, c'est un enjeu qui va bien au-delà du monétaire et bien au-delà, tous les démographes et sociologues le regardent, des enjeux. Voilà. Il en reste que, vous voyez qu'on met beaucoup de moyens pour la création de places de crèche, beaucoup de moyens. Vous pouvez tous regarder la COG, comme on dit, la Convention d'objectifs de gestion de la Caisse de l'allocation familiale. On met jusqu'à 20 000 € de soutien par place de crèche construite pour nos élus dans les collectivités. Et pour autant, nous n'arrivons pas à construire les places de crèche. Donc, alors qu'il y a de moins en moins d'enfants. Donc on a toujours un problème de mode de garde, alors qu'il y a moins d'enfants et qu'on n'a jamais mis autant de financement a priori sur ces questions. Donc, oui, mais vous voyez, il faut des crèches pour mettre des enfants, mais moi je vois encore qu'aujourd'hui, plus de 30% des enfants et des familles n'ont pas de solution de garde. Donc c'est quand même un truc un peu, vous voyez, un peu compliqué quand même. Donc le congé de naissance, il est proposé tel quel. Je n'ai aucun doute qu'il va être débattu.
Les coûts dépendront de, comme on dit, du taux de recours. Et donc, le chiffrage qui a été présenté est celui que vous avez cité. Monsieur le sénateur Lévrier, sur l'apprentissage, il est vrai que je voulais partager cette donnée. D'abord, rappelons les coûts. C'est une politique qui a un succès, puisqu'elle aide à l'insertion. Elle porte quand même 19 milliards d'euros de dépenses totales. 15 milliards de dépenses budgétaires, 4 milliards de cotisations et fiscalité réduites. 19 milliards pour à peu près entre 800 000 et 900 000 jeunes, un peu moins d'1 million actuellement, en apprentissage. Il est vrai que 61% des apprentis aujourd'hui sont de qualification supérieure à Bac+2. C'est un débat qui a déjà eu lieu. Je trouve que c'est un débat qui peut être mené. Je pense que le ministre Farandou sera très attentif à dire on veut garder la politique d'apprentissage, mais s'il y a des manières de la rendre plus efficace, ces 19 milliards, on y est attentif. Sur les arrêts de travail, ce que vous décrivez sur les médecins, c'est déjà ce qui est pratiqué et autorisé par les caisses de prévoyance. Vous savez, quand l'employeur abonde la partie de l'arrêt de travail financée par la sécurité sociale, des médecins agréés sont tout à fait, d'ailleurs, disponibles dans, je crois, les arrêts à partir d'une certaine durée. Je ne sais plus si c'est 3 ou 6 mois, mais de faire ces visites, des contre-visites, et de décider d'ailleurs si l'employeur continue d'octroyer par ses caisses de prévoyance ou par sa propre, d'ailleurs, politique interne, le complément de salaire. Donc, c'est une proposition, là aussi, il faut comprendre comment ça pourrait se déployer. Je suis certaine que ça peut être un élément du débat qui fera que les uns et les autres débattent. Sur l'ONDAM, la masse salariale, plutôt sur la masse salariale, le sous-jacent 2026 c'est 2,3% de hausse, avec une prévision d'emploi qui est globalement, alors que le taux de chômage soit en très légère hausse, on peut dire de stabilité. Bon, sachant qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, puisque quand on est en 2025, on est 25 ans après le baby-boom des années 2000. Donc on a en fait, je crois, 35 000 personnes de plus par trimestre qui rentrent sur le marché du travail actuellement, vu les effets démographiques du baby-boom des années 2000. En 2005, il y avait quand même encore beaucoup de naissances, donc les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui sont nombreux. Taxe sur les mutuelles, bon, ce sera un élément, et je crois que la ministre Rist y reviendra. On voit bien qu'il y a un enjeu de partage aussi des rôles et des remboursements et de l'accompagnement, Madame Souris, sur la prise en charge entre ce qui est mutualisé au niveau national et ce qui est mutualisé au niveau des caisses de mutuelles. Donc, je pense que voilà, vous pourrez en parler avec Stéphanie Rist, que je crois vous auditionnez prochainement. Sur la maladie, vous avez une remarque intéressante. Vous avez dit la maladie, ça coûte cher, c'est pas gratuit. C'est bien d'ailleurs pour ça que la CSG, vous savez, n'est que de 6,2% au lieu d'une CSG normale de 9,2% sur les revenus de remplacement plutôt que sur les revenus du travail. Dit autrement, aujourd'hui, à revenu égal, si vous gagnez 100 quand vous travaillez, vous gagnez 103. Alors, vous n'êtes pas exactement à 100% de prise en charge, mais le taux de CSG réduit, il est exactement pensé pour accompagner cette réalité-là. On a déjà des éléments dans notre système qui nous permettent de compenser le fait que, comme vous dites, être malade coûte cher, notamment par la baisse du taux de CSG. Je voulais juste rappeler cet élément parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais je rappelle, les revenus de remplacement ont une CSG réduite par rapport aux revenus de travail. Donc, la CSG activité est de 9,2, la CSG remplacement 6,2. Sur les éléments de la financiarisation, il y a eu des instants de missions IGF, IGAS. Vous verrez que dans le PLFSS, sur la biologie, sur la radiothérapie, pour qu'il y ait notamment plus de forfaits plutôt que des tarifications à l'acte, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour que, sans bien sûr empêcher les secteurs qui sont utiles à la vie des Français, notamment de proximité, je pense à la biologie, de continuer à se déployer, il y a quand même une forme de contrôle d'un certain nombre d'éléments de rentabilité qui sont potentiellement aujourd'hui supérieurs à ce qu'on imagine. Sur les enjeux ZRR et zonage, débat utile, comme tous les débats sur les exceptions, les exonérations, les niches. Moi, j'ai rien contre les niches en général. Il faut juste être sûr que c'est bien comme ça qu'on veut allouer nos moyens publics. Et qu'on les évalue. Donc, c'est intéressant que vous ayez une évaluation. Dans le PLF et le PLFSS, un certain nombre de niches fiscales et sociales sont proposées d'être supprimées ou revues. Ça ne vient pas juste de ma tête, hein, ça vient des nombreux rapports, très nombreux rapports, qui ont été écrits. Et je peux vous dire que toutes les propositions que nous faisons, toutes, s'appuie soit sur un rapport de la Cour des comptes, du Conseil des prélèvements obligatoires, des missions d'évaluation et de contrôle des chambres. Après, on débattra. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait le débat. C'est qu'on ait choisi. Et que si on met des moyens, c'est qu'on ait décidé de le faire. Pas parce qu'on est là juste par habitude
ou par convenance ou par peur du débat. On peut tout faire. On peut aussi tout changer, mais il faut décider, il faut le faire en transparence. C'est l'avantage et le rôle du Parlement. Madame Le Houerou, sur les allègements généraux, bon, quand vous dites qu'il faut faire contribuer plus les entreprises, moi j'ai la main un peu tremblante sur cet élément. On propose une forme d'année blanche sur les allègements généraux, c'est dans le texte. Mais faire contribuer plus les entreprises, si ça nous crée du chômage, moins d'emplois, des seniors qui sont mis à la porte plus rapidement, bon, donc les exonérations, c'est devenu un élément du coût du travail. Donc on dit ça coûte 80 milliards, oui, mais ça a aussi permis qu'on crée des emplois. Vous voyez bien que le taux d'emploi en France, qui a augmenté quand même très sensiblement ces dernières années pour atteindre des maximums depuis les années 70, c'est pas tombé du ciel. C'est aussi parce qu'on a pris un certain nombre de décisions qui ont permis à un certain nombre de secteurs de créer des emplois qui ne créaient pas depuis des années. Et d'ailleurs, je le dis d'un point de vue macroéconomique, beaucoup de gens se disent comment la France a-t-elle pu créer des emplois alors qu'elle a une faible croissance? Peut-être parce qu'on a aussi créé les conditions pour qu'un certain nombre d'entreprises puissent... Alors, c'est vrai que vous dites, Madame la sénatrice, c'est l'État qui paye les charges. Oui, c'est notre fiscalité. D'où le fait qu'il faut quand même qu'on ait quand même de la croissance pour assurer ce modèle. Mais voilà, quand on voit que le chômage n'est plus une préoccupation des Français, ce qui est une préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, c'est est-ce que le travail paye bien. Mais nous avons quand même, après des décennies où on avait dit que le chômage était une maladie chronique incurable de la France, on n'a pas, ça ne veut pas dire qu'on a tout résolu. Hein. Là aussi, beaucoup d'humilité. Mais je pense qu'il faut avoir un regard assez juste sur ce que font les allègements généraux. Ça a quand même permis de remettre en emploi beaucoup de personnes. Et les effets emploi des retours en arrière sont aujourd'hui assez bien estimés. La CSG plus progressive, puisque c'était une de vos questions. Il y a déjà des CSG progressives. Sur les retraités, vous avez des niveaux de pension où la CSG est à 0, vous avez des niveaux de pension où elle est à 3 et quelques, vous avez des niveaux de pension où elle est à 6 et quelques, vous avez des niveaux de pension où elle est à 8 et quelques. Donc, il y a déjà un mécanisme. Je rappelle juste comment ça marche. Ce taux, parce que c'est notre constitution, dépend des revenus du foyer. Les retraités, on regarde leur situation l'année N-2 de leur foyer, leurs revenus totaux, revenus du capital, est-ce que vous avez des loyers, etc. On regarde votre revenu fiscal de référence, donc tous les revenus que vous avez. Et sur la base de tous les revenus que vous avez et de la composition de votre foyer, les retraités ont un taux différencié. On peut très bien le faire pour les actifs. Ça peut très bien s'organiser. Je dis juste que c'est un taux qui dépendra de la situation familiale N-2. Pourquoi N-2? Parce qu'il faut qu'au 1er janvier, disons 2026, vous voulez différencier le taux. Il faut que vous sachiez quelle est la situation et les revenus totaux de la famille sur une année donnée. Vous ne pouvez pas le faire sur l'année juste avant, puisque sinon vous êtes en 2025, vous êtes le lendemain, vous n'allez pas pouvoir avoir une vision totale. Donc vous prenez l'année 2024. Donc ça se fait. Ça peut se faire d'ailleurs assez facilement avec les prélèvements à la source et les systèmes de DRM, mais ça veut dire qu'on fige la réalité de la situation familiale 2 ans avant dans la fiscalité et la cotisation du travail de l'année donnée. Donc c'est assez compliqué, mais c'est pas impossible. Et ça, c'est constitutionnel. Ce qui n'est pas constitutionnel, c'est de dire je lie un taux réduit à la situation de la personne seule. Parce que Voilà pour cette audition au Sénat d'Amélie de Montchalin, la ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui a présenté aux sénateurs le budget de la Sécurité sociale 2026, tel qu'il est proposé par le gouvernement. Un budget qui contient notamment un doublement des franchises médicales, c'est-à-dire une hausse du prix du médicament, du reste à charge pour les Français, une hausse moyenne de 42 € par an, a précisé la ministre. Et puis ce budget contient également la suspension de la réforme des retraites jusqu'au 1er janvier 2028. Ce sera d'ailleurs un sujet sur lequel on va revenir sur Public Sénat à 16h30 dans l'émission En direct du Sénat présentée par Quentin Calmet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.